Victoria Langford jeta son téléphone à la poitrine de son assistante. « Trouve-moi un pilote en 10 minutes ou mon père meurt seul. » Une serpillière heurta contre le béton. Chaque tête tourna. Le concierge se tenait là, uniforme gris, main cailleuse, eau goûtant à ses pieds. « Je peux le piloter. » Silence. Puis des rires éclatèrent à travers le hangar. Victoria marcha vers lui, ses talons claquant comme des coups de feu. Elle s'arrêta à 3 pieds, le regarda de haut en bas et sourit. « Pilote ce jet et je t'épouserai. » Ce qu'elle ne savait pas, ce que personne ne savait, était que cet homme avait été autrefois l'un des pilotes d'essai les plus décorés de l'histoire de l'armée de l'air. Et la raison pour laquelle il avait arrêté de voler la mettrait à genoux. « Commande la ville d'où tu regardes pour que je puisse voir jusqu'où cette histoire voyage. Abonne-toi et reste avec moi. Ce voyage ne fait que commencer. » Marcus Cole avait lavé le même endroit pendant 23 minutes. Il le savait parce qu'il comptait. Compter gardait son esprit tranquille. Compter tenait les souvenirs à distance. 23 minutes sur une section de béton. Aller-retour. Pousser et tirer. Le rythme d'un homme qui avait appris à disparaître. Le hangar Langford Aerotech était une cathédrale de richesse. Des jets privés alignés comme des dieux d'argent attendant d'être adorés. Des hommes en costumes coûteux passaient devant Marcus chaque jour sans le voir. Des femmes en talons de créateur contournaient son seau de serpillière comme si c'était un meuble. 8 mois. C'est le temps qu'il avait été invisible. Et c'est exactement comme il le voulait. Ses mains, les mêmes mains qui avaient autrefois serré les commandes d'avions expérimentaux à 40 000 pieds, serraient maintenant un manche de serpillière en bois usé et lisse aux endroits exacts où ses paumes reposaient. Marcus entendit le tumulte avant de le voir. Des pas rapides, des voix aiguës, le son reconnaissable de talons coûteux frappant le béton à une allure qui signifiait des problèmes. Il ne leva pas les yeux. Lever les yeux invitait l'attention. L'attention invitait des questions. Les questions invitaient un passé qu'il avait enterré si profondément qu'il oubliait parfois qu'il existait. « Qu'est-ce que vous voulez dire? Personne n'est disponible. » La voix traversa le hangar comme une lame. Victoria Langford, PDG, 34 ans, avait transformé la compagnie d'aviation régionale de son père en un empire mondial en moins d'une décennie. Marcus l'avait vu une poignée de fois, toujours en mouvement rapide, toujours entouré de gens se bousculant pour suivre, toujours regardant à travers tout le monde comme s'ils étaient faits de verre. « Madame, j'ai appelé tous les pilotes de notre liste. » La voix de l'assistante trembla. Henderson est à Tokyo. Martinez est en congé maladie. La fille de Patterson se marie aujourd'hui. Je me fiche de la fille de Patterson. Marcus continua de laver. Pousser et tirer, gauche et droite. Mon père vient d'avoir un AVC. Il est dans un hôpital à San Francisco, inconscient. Les médecins ne savent pas s'il passera la nuit. Et vous me dites que personne ne peut m'y emmener? Madame, nous essayons. Essayez plus fort. La deuxième assistante parla. Et un vol commercial? Nous pourrions vous y mettre. Un vol commercial prend 3 heures avec des correspondances. Je dois être là maintenant. Mon père pourrait mourir pendant que je suis assise dans un terminal d'aéroport à manger un bretzel. C'est ce que vous voulez? Non, madame. Mais alors, trouvez-moi un pilote. Le téléphone de Victoria sonna. Elle répondit, écouta pendant 10 secondes et son visage changea. La colère s'écoula, remplacée par quelque chose de brut, quelque chose de terrifié. Combien de temps? Sa voix se brisa. Dites-moi juste combien de temps. Elle écouta. J'arrive. Dites-lui que j'arrive. Elle mit fin à l'appel. Ses mains tremblaient en abaissant le téléphone. Ils disent des heures, peut-être moins. Elle regarda ses assistantes. Trouvez-moi quelqu'un qui peut piloter ce jet. Je me fiche de qui. Je me fiche de ce que ça coûte. Trouvez-les. Les assistantes firent des appels frénétiques. L'une faisait les 100 pas, le téléphone pressé contre son oreille. L'autre tapait désespérément sur une tablette, faisant défiler les contacts. Marcus les regarda du coin de l'œil.
Sa serpillière se déplaçait plus lentement maintenant. Le rythme était brisé. Tout le monde est soit réservé, soit hors de l'état. Les compagnies charter sont débordées. Il y a une conférence technique à San Jose. Le plus tôt que je puisse avoir quelqu'un est 4 heures. Victoria pressa ses paumes contre ses yeux. 4 heures. Mon père sera mort dans 4 heures. Les mots restèrent suspendus dans l'air. Les mains de Marcus se serrèrent sur le manche de la serpillière. Sa poitrine se sentit étrange, serrée, comme si quelque chose pressait contre ses côtes de l'intérieur. S'éloigner, continuer de laver, rester invisible, c'était de la chose intelligente à faire. C'était de la chose sûre à faire. Mais alors Victoria émit un son, petit, brisé, le son d'une fille réalisant qu'elle ne pourrait peut-être jamais dire au revoir à son père. Et avant que Marcus ne puisse se retenir, les mots sortirent. Je peux le piloter. Sa propre voix le surprit. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas prononcé plus de quelques mots à quiconque dans ce hangar. Le silence qui suivit fut absolu. Victoria se tourna la première, lentement, comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle avait entendu. Ses assistantes se tournèrent ensuite. Leurs expressions passèrent de la confusion à l'incrédulité, à quelque chose qui ressemblait beaucoup à de l'amusement. Marcus se tenait là, serpillière à la main, de l'eau s'accumulant à ses pieds. Son uniforme était taché. Ses chaussures étaient usées. Son visage n'avait pas vu de rasoir depuis 3 jours. Il ressemblait exactement à ce qu'il était censé être. Un concierge qui n'avait rien à faire de parler à la PDG. « Je suis désolé. » La voix de Victoria était froide maintenant, contrôlée. « Qu'est-ce que vous avez dit? » « J'ai dit que je pouvais le piloter. » Marcus fit un signe de tête vers le Gulfstream G650 posé sur le tarmac. « Ce jet, je peux le piloter. » L'une des assistantes, la plus jeune avec une tablette, laissa échapper un rire, aigu, incrédule. « Oh mon Dieu, il est sérieux? » L'autre assistante couvrit sa bouche, les épaules tremblantes. Victoria ne rit pas. Elle étudia Marcus avec la même expression qu'elle utilisait probablement dans les salles de conseil, calculant, évaluant, cherchant une faiblesse. « Vous. » Elle marcha vers lui, chaque pas délibéré. « Vous êtes en train de me dire que vous pouvez piloter un avion de 60 millions de dollars? »« Oui, madame. »« Vous. » Elle s'arrêta à 3 pieds. Ses yeux passèrent de son uniforme taché à ses chaussures usées à la serpillière dans ses mains. L'homme qui nettoie mes sols. « Oui, madame. » Les assistantes riaient ouvertement maintenant. L'une d'elles s'appuya contre le jet, plié en 2. « Oh, c'est trop bon. Victoria, s'il vous plaît, dites-moi que vous n'êtes pas vraiment en train de considérer. Calmez-vous. » Victoria ne quitta pas Marcus des yeux. « Quel est votre nom? »« Marcus Cole. »« Marcus Cole. » Elle le répéta lentement, savourant chaque syllabe. « Et où avez-vous appris à voler exactement, Marcus Cole? » Armée de l'air, les rires hésitèrent. Division des pilotes d'essai. Les rires cessèrent. L'expression de Victoria ne changea pas, mais quelque chose bougea derrière ses yeux. Pilote d'essai. Oui, madame. 12 ans. 12 ans en tant que pilote d'essai. Et maintenant, vous lavez les sols dans mon hangar. Ce n'était pas une question, mais cela exigeait une réponse. Marcus n'en donna aucune. Il n'y avait pas de bonne réponse. Il n'y avait que la vérité. Et la vérité était quelque chose qu'il n'avait pas prononcé à voix haute depuis 8 ans. L'assistante avec une tablette s'avança. « Madame, c'est clairement une sorte de « j'ai dit calmez-vous ». Victoria s'approcha de Marcus assez près pour qu'il puisse sentir son parfum. Quelque chose de cher, d'aigu, comme le reste d'elle. « Laissez-moi m'assurer de comprendre. Vous prétendez être un ancien pilote d'essai de l'armée de l'air, l'une des positions les plus élites de l'aviation militaire, et maintenant vous travaillez comme concierge. Je ne prétends rien, madame. Je vous dis la vérité. Et pourquoi devrais-je vous croire? » Marcus rencontra ses yeux. « Vous ne devriez pas. Vous n'avez aucune raison de le faire. Mais votre père est en train de mourir dans un hôpital à 300 miles d'ici, et je suis le seul pilote debout devant vous. » La mâchoire de Victoria se serra.
Le hangar était devenu silencieux. Les mécaniciens avaient arrêté de travailler. Le personnel au sol se tenait figé, regardant. C'est insensé. L'assistante plus âgée secoua la tête. Victoria, vous ne pouvez pas, sérieusement. Combien de temps depuis que vous avez volé? La question était dirigée vers Marcus. Il la sentit atterrir comme un coup de poing. 8 ans, 8 ans. Victoria rit, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. 8 ans depuis que vous avez touché un cockpit, et vous pensez que vous pouvez piloter mon jet. Je ne pense pas, madame. Je sais. Vous savez, elle croisa les bras. Beaucoup de confiance pour un homme tenant une serpillière. La confiance n'a rien à voir avec ça. Certaines choses ne s'oublient pas. Voler en fait partie. Victoria resta silencieuse un long moment. Le silence s'étira. Quelque part dans le hangar, un outil tomba. Le son résonna. Très bien, la voix de Victoria changea. Un sourire toucha ses lèvres, froid, calculé. Laissez-moi vous faire une offre, Marcus Cole. Les assistantes se penchèrent. Pilotez ce jet jusqu'à San Francisco. Atterrissez-le sans une égratignure. Elle fit une pause, laissa les mots suspendus. Et je t'épouserai. Le hangar éclata. Les assistantes éclatèrent de rire, fort, incontrôlé. L'une d'elles frappa même des mains. L'autre essuya des larmes de ses yeux. « Oh mon Dieu, Victoria, c'est brutal. Vous avez vu son visage? » Elles rirent comme si c'était la chose la plus drôle qu'elles aient jamais entendue. Comme si Marcus était une blague. Comme si son offre d'aide était un divertissement pour des riches ennuyés. Marcus se tenait là, serpillière à la main, de l'eau goûtant sur le béton. Son visage brûlait, non de colère, de quelque chose de plus profond. Le poids d'être vu et rejeté dans la même phrase. L'humiliation d'offrir quelque chose de réel et de le voir rejeté comme une blague. Victoria le regarda. Son sourire s'élargit, mais ses yeux restèrent froids. Elle appréciait cela, le pouvoir, la cruauté, la façon dont elle pouvait réduire un homme à rien avec quelques mots. Eh bien, elle pencha la tête. Pas de réponse, rien à dire. Marcus la regarda, puis les assistantes, toujours riantes, puis le jet posé sur le tarmac, argenté et silencieux. 8 ans auparavant, il s'était fait une promesse à lui-même, à Sarah, à la mémoire d'un jeune homme qui était mort parce que Marcus n'avait pas pu le sauver. Plus jamais. Ne plus jamais voler, ne plus jamais risquer cela. Mais les promesses faites dans le chagrin ne tiennent pas compte de moments comme celui-ci. Victoria fit un signe de la main avec dédain. « Retournez au travail, Monsieur Cole. Les sols ne se laveront pas tout seuls. » Elle se retourna et marcha vers son bureau, ses assistantes la suivant, toujours en train de rire. Marcus les regarda partir. Ses jointures étaient blanches autour du manche de la serpillière. Le jet était là, attendant. 60 millions de dollars d'ingénierie de précision. 2 moteurs Rolls-Royce. Portée de 7000 milles nautiques. Vitesse maximale de Mach 0,25. Marcus connaissait toutes les spécifications. Il avait étudié cet avion des années auparavant, à l'époque où il croyait encore qu'il volerait à nouveau un jour. Ses pieds bougèrent avant que son esprit ne le rejoigne. Il posa la serpillière contre le mur, redressa son uniforme et marcha vers le jet. « Hey, où va-t-il? Est-ce qu'il laisse vraiment quelqu'un devrait l'arrêter? » Mais personne ne le fit. Ils se contentèrent de regarder le concierge traverser le hangar, monter les escaliers du Gulfstream G650 et disparaître à l'intérieur. Le cockpit était exactement comme Marcus s'en souvenait. Sièges en cuir, écran numérique, l'odeur familière de l'aviation, du carburant et du métal et de la possibilité. Ses mains bougeaient sans réfléchir, mémoire musculaire. 8 ans en sommeil, mais pas morte. Interrupteur principal sur marche. Le tableau de bord s'alluma. Vérification de la batterie. Les écrans brillèrent. Pompe à carburant engagée. Le jet bourdonna à la vie. Marcus parcourut la liste de contrôle avant vol,
avec la précision d'un homme qui l'avait fait 10 000 fois. Hydraulique, avionique, commande de vol. Chaque système répondit parfaitement. Ses mains ne tremblaient pas. Cela le surprit. La dernière fois qu'il s'était assis dans un cockpit, ses mains avaient tremblé si fort qu'il ne pouvait pas se tenir les commandes. Le thérapeute avait appelé cela une réponse psychosomatique. L'armée de l'air avait appelé cela inapte au service. Marcus avait appelé cela la faim. Mais maintenant ici, avec le poids familier du manche dans ses mains et le son familier des moteurs qui chauffaient autour de lui, quelque chose se sentait différent. Pas guéri, pas entier, mais proche. Des pas sur les escaliers derrière lui. Vous êtes vraiment en train de faire ça. Victoria se tenait dans l'entrée du cockpit. Son visage avait changé. La moquerie avait disparu, remplacée par quelque chose qu'il ne pouvait identifier. Oui, madame, elle ne bougea pas. Elle le regarda simplement, les bras croisés. Si vous crachez ce jet, vous comprenez ce que cela signifie. Je ne le cracherai pas, 60 millions de dollars. Je comprends. La compagnie de mon père, ma réputation. Marcus la regarda. Votre père est en train de mourir, madame. Nous pourrons discuter de la responsabilité plus tard. Quelque chose vacilla dans ses yeux. Elle ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma. Sans un mot de plus, elle se dirigea vers la cabine. Il l'entendit s'asseoir, entendit le clic de la ceinture de sécurité. Marcus se tourna vers les commandes. Sa main plana au-dessus de la radio. 8 ans. 8 ans depuis qu'il avait parlé à une tour de contrôle. 8 ans depuis qu'il avait demandé l'autorisation. 8 ans depuis qu'il s'était fait confiance avec la vie des passagers. Mais sa voix, quand elle vint, était ferme, professionnelle, comme si aucun temps n'avait passé du tout. Tour Langford, ici Langford 1 demandant l'autorisation de départ. Piste 27, une pause puis. Langford 1, vous êtes autorisé à partir. Piste 27, vent léger et variable. Visibilité illimitée. Roger Tour Langford 1, autorisé à partir. Piste 27. Marcus relâcha les freins. Le jet roula en avant, lent au début, puis plus vite. La piste s'étirait devant, grise et sans fin. Marcus poussa la manette des gaz vers l'avant. Les moteurs répondirent par un rugissement qui vibra à travers sa poitrine. 60 nœuds, 80, 100. Le monde extérieur s'estompa. Ligne blanche, béton, ciel bleu. Marcus tira sur le manche. Le nez se leva, les roues quittèrent le sol. Et pour la première fois en 8 ans, Marcus Cole volait. Le sol s'éloigna. Los Angeles s'étalait sous eux. Bâtiments, autoroutes, le Pacifique scintillant au loin. Marcus se stabilisa à 3000 pieds, ajusta l'appareil et laissa échapper un souffle qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait. Ses mains étaient toujours stables. C'était la voix de Victoria vint de derrière lui, différente maintenant, silencieuse. Comment avez-vous fait ça? Fait quoi? Le décollage. Ça n'a rien fait, comme si nous venions de flotter. Marcus ne répondit pas. Il était trop occupé à écouter les moteurs, à sentir l'avion répondre à ses commandes, à se souvenir de ce que cela signifiait d'être exactement à sa place. Où avez-vous vraiment appris à voler? Je vous l'ai dit, armée de l'air. Ce n'était pas un décollage normal de l'armée de l'air. J'ai fait assez de vols pour connaître la différence. Marcus mit le pilote automatique, programma la route vers San Francisco. Le jet ajusta son cap en douceur. Division des avions expérimentaux, dit-il finalement. Nous testions des avions qui n'étaient pas censés exister encore. Nous les poussions au-delà de leurs limites, découvrions ce qu'ils pouvaient supporter. Ça a l'air dangereux. Ça l'était. Est-ce pour ça que vous avez arrêté? Les mains de Marcus se serrèrent sur le manche. La question était simple. La réponse était tout sauf ça. La vie a changé. Il dit que ce n'était pas suffisant. Il le savait, mais c'était tout ce qu'il pouvait donner. Victoria resta silencieuse un instant. Alors mon père était pilote, le saviez-vous? Non, madame. Il a fondé l'entreprise avec un avion et un rêve.
C'est ce qu'il disait toujours, un avion et un rêve. Sa voix s'étrangla légèrement. Il m'a tout appris. Comment lire un bilan? Comment négocier un accord? Comment savoir quand quelqu'un mentait? Ça a l'air d'un homme bien. Il l'est. Il est. Elle s'arrêta. Je ne lui ai pas parlé depuis 5 ans. Marcus jeta un coup d'œil au rétroviseur. Victoria regardait par la fenêtre, son reflet pâle contre le bleu infini. Nous nous sommes disputés à propos de la compagnie, de mes décisions. Il a dit que j'étais trop agressive, trop impitoyable. J'ai dit qu'il était trop démodé, trop prudent. Elle rit amèrement. Nous sommes tous les deux têtus, trop têtus pour décrocher le téléphone et dire « Désolé, 5 ans, c'est long. Je sais. » Sa voix était à peine un murmure, et maintenant, il pourrait mourir sans savoir que je lui pardonne, que j'ai besoin de lui, que tout ce que j'ai construit, c'était parce que je voulais qu'il soit fier de moi. Le cockpit était silencieux, à l'exception du bourdonnement régulier des moteurs. Marcus comprit plus qu'il ne pouvait dire. Il comprit le regret. Il comprit les mots « tus ». Il comprit le poids du temps perdu par orgueil. « Vous y arriverez, dit-il. Nous y arriverons. » Victoria ne répondit pas, mais dans le rétroviseur, il la vit s'essuyer les yeux. Ils volèrent en silence pendant un moment. La côte californienne défilait sous eux, verte et brune et belle. « Puis-je vous demander quelque chose? » La voix de Victoria s'était stabilisée. « Oui, madame. Pourquoi travaillez-vous vraiment comme concierge? » La mâchoire de Marcus se serra. Il savait que cette question allait venir. L'avait redouté dès le moment où il avait ouvert la bouche dans le hangar. « C'est compliqué. Nous avons le temps. » Il ne voulait pas répondre. Ne voulait pas entr'ouvrir la porte qu'il avait scellée 8 ans auparavant. Mais quelque chose à propos d'être à nouveau en l'air, quelque chose à propos de l'honnêteté du vol fit sortir les mots. « De toute façon, j'ai eu un copilote une fois, un jeune, 26 ans. Premier déploiement avec la division d'essai. La voix de Marcus était monocorde, mécanique. Son nom était Lieutenant Jason Mitchell. Victoria était silencieuse, écoutant. Nous testions un nouveau système de vol, conditions de haute altitude, faible oxygène, poussant l'avion à ses limites. C'est ce que nous faisions, c'est ce que nous savions faire. Marcus fit une pause. Quelque chose a échoué. L'avion est parti en vrille. Je me suis battu. J'ai fait tout ce pour quoi j'avais été entraîné. Nous sommes descendus. Mais Mitchell n'a pas survécu. Les mots restaient en suspendus dans l'air, lourdes comme la pierre. Le conseil d'enquête m'a blanchi, a appelé cela une défaillance d'équipement. Rien que je n'aurais pu faire. Ils m'ont offert une autre affectation, un autre avion, une autre chance de voler. Et vous avez dit non. Marcus hocha lentement la tête. Je ne pouvais pas retourner dans un cockpit sans voir son visage. Entendre sa voix, le son qu'il a fait quand l'avion a commencé à tourner et qu'il a réalisé, il s'est arrêté, a avalé difficilement. J'étais censé le protéger. C'était mon travail et j'ai échoué. Ce n'était pas votre faute. Peut-être pas. Mais il est toujours mort et je suis toujours là. Victoria resta silencieuse pendant un long moment. « Comment était-il? » demanda-t-elle finalement. « Mitchell. » Marcus faillit sourire. Failli, enthousiaste, ennuyeux, parlait trop de sa petite amie restée au pays, montrait constamment des photos d'elle à tout le monde, disait qu'il allait la demander en mariage à son retour. L'a-t-il fait? Il n'en a jamais eu l'occasion. Les moteurs bourdonnaient, le ciel s'étendait sans fin de vent. Pendant 8 ans, je n'ai pas pu voler. Je ne pouvais même pas regarder un avion sans me sentir mal. J'ai pris le poste de concierge parce que c'était invisible, parce que personne n'attendait rien de moi, parce que je pouvais disparaître. Mais vous n'avez pas disparu aujourd'hui. Non, je n'ai pas disparu. Pourquoi? Marcus y réfléchit, pinça au visage de Victoria quand elle avait reçu cet appel téléphonique. La peur, le désespoir, le son d'une fille terrifiée de perdre son père. « Parce que vous aviez besoin d'aide, dit-il simplement. Et je pouvais aider. »
Victoria ne répondit pas pendant un long moment. Quand elle parla, sa voix était différente, plus douce. J'ai été cruel avec vous dans le hangar. Les choses que j'ai dites, vous aviez peur. Ce n'est pas une excuse. Non, mais c'est une raison. La peur pousse les gens à faire des choses laides. Marcus vérifia les instruments. Nous commençons notre descente, 20 minutes avant l'atterrissage. Marcus. C'était la première fois qu'elle utilisait son prénom. Oui, merci. Il hocha la tête une fois, ne se faisant pas confiance pour parler. La descente fut douce. San Francisco apparut sous eux. La baie, les ponts, la ville surgissant de l'eau comme un rêve. Marcus contacta la tour, reçut l'autorisation, aligna son approche. La piste s'étirait devant, grise et en attente. Il l'avait fait 1000 fois, mais cela n'avait jamais eu autant d'importance. Ses mains bougèrent avec précision. Volets ajustés, train d'atterrissage déployé, vitesse air diminuant. Le sol s'éleva à leur rencontre. Plus près, plus près. Les roues touchèrent le sol avec à peine un murmure. Le jet roula le long de la piste, doux et contrôlé, ralentissant progressivement jusqu'à s'arrêter complètement. Parfait. Marcus se cala dans son siège. Ses mains étaient toujours sur les commandes. Fermes, sûres. Derrière lui, il entendit Victoria relâcher un souffle qu'elle retenait. « Ça, dit-elle doucement, a été l'atterrissage le plus doux que j'ai jamais ressenti. » Marcus ne répondit pas. Il regardait ses mains. Les mains qui venaient d'atterrir un avion de 60 millions de dollars. Les mains qui avaient lavé des sols pendant 8 mois. Les mains qui n'avaient pas réussi à sauver Jason Mitchell. Elles semblaient les mêmes, mais quelque chose avait changé. Pour la première fois en 8 ans, Marcus Cole se sentit à nouveau pilote. L'équipe au sol encercla le jet en quelques minutes. Des visages pressés contre les fenêtres du terminal. Des téléphones sortis pour enregistrer. La nouvelle s'était répandue d'une manière ou d'une autre. Le concierge qui avait piloté le jet privé de la PDG. Marcus coupa les moteurs un par un. Les instruments s'éteignirent. Le bourdonnement s'estompa en silence. Il détacha son harnais et se leva lentement. Ses jambes se sentaient étranges, comme si elles avaient oublié comment le soutenir sur un sol solide. Victoria apparut dans l'entrée du cockpit. Ses yeux étaient rouges, mais sa posture avait changé, plus droite, plus forte, prête à tout ce qui l'attendait à l'hôpital. « Mon chauffeur me retrouve dehors. » Elle hésita. « Ça ira pour le retour. Je me débrouillerai. » Elle hocha la tête, commença à tourner, puis s'arrêta. « Marcus. »« Oui, ce que vous avez fait aujourd'hui. » Elle secoua légèrement la tête. « Je ne sais pas comment vous remercier. Allez voir votre père, c'est suffisant. » Victoria soutint son regard un instant de plus. Mais ensuite elle partit, ses talons claquant dans les escaliers, sa voix déjà au téléphone pour organiser son transport à l'hôpital. Marcus resta seul dans le cockpit. Le siège en cuir gardait encore l'empreinte de son corps. Les commandes se sentaient encore chaudes de ses mains. Il l'avait fait. Après 8 ans à se dire qu'il ne volerait plus jamais, il l'avait fait. Mais au lieu du triomphe, il se sentit vide, comme s'il avait ouvert une porte qu'il avait juré de garder fermée, et maintenant il ne pouvait plus la refermer. Son téléphone vibra. Un SMS de Madame Chen. « Noah demande quand tu rentreras. »« Tout va bien. » Marcus répondit rapidement. « Retardé au travail. Je serai à la maison pour le dîner. Fais-lui un câlin de ma part. » Il descendit les escaliers, passa devant l'équipe au sol qui le regardait comme s'il avait une deuxième tête, passa devant les employés du terminal qui chuchotaient derrière leurs mains. Un employé de Langford lui tendit un billet pour un vol commercial de retour à Los Angeles. « Ordre de Mademoiselle Langford, » dit le jeune homme. « Première classe. » Marcus faillit rire. Ce matin, il lavait des sols. Maintenant, il volait en première classe. Le vol de retour fut de 3 heures à ruminer. Il commanda un whisky, puis un deuxième. L'alcool n'aida pas. Si quoi que ce soit, cela rendit les souvenirs plus vifs. Le visage de Mitchell, l'avion en vrille, les alarmes, la voix de Sarah dans la salle d'attente de l'hôpital. « Tu es en vie. »
C'est ce qui compte. Tu es en vie. Mais Mitchell ne l'était pas. Et finalement, Sarah non plus. Marcus atterrit à l'AX juste après 18 heures. Il prit un taxi pour rentrer chez lui, regarda la ville défiler devant la fenêtre. Toutes ces lumières, toutes ces vies, des gens vacants à leurs occupations, ne sachant pas ou ne se souciant pas qu'un concierge avait piloté un jet aujourd'hui. L'immeuble d'appartement semblait le même que toujours, 3 étages de briques fatiguées et de couloirs étroits. Sa maison depuis 2 ans, depuis qu'il avait vendu la maison. La maison avait été le rêve de Sarah. Vivre là sans elle, c'était comme porter les vêtements d'une morte. Madame Chen le rencontra à la porte. 73 ans, cheveux gris, toujours tirés en arrière, des yeux qui voyaient tout. « Vous avez l'air différent, » dit-elle. « Longue journée. » Elle ramassa son sac. Noah a dîné, a fait ses devoirs. Il est dans sa chambre. « Merci, Madame Chen. » Elle fit une pause à la porte. Il a posé des questions sur les avions aujourd'hui. Il voulait savoir si vous les aviez déjà pilotés. La gorge de Marcus se serra. « Qu'est-ce que vous lui avez dit? » »« Je lui ai dit de vous demander. » Elle lui tapota doucement le bras. « Certaines questions, seul un père peut y répondre. » Elle partit. L'appartement redevint silencieux. Marcus marcha jusqu'à la chambre de Noah. La porte était entr'ouverte, la lumière se répandant dans le couloir. Il la poussa lentement. Noah était assis sur son lit, un livre ouvert sur ses genoux. 5 ans, cheveux foncés qui ne restaient jamais plats, des yeux qui ressemblaient exactement à ceux de Sarah. Quand il vit Marcus, tout son visage s'illumina. « Papa. » Il se lança du lit dans les bras de Marcus. Marcus le rattrapa, le serra fort, respira l'odeur de savon, de beurre, de cacahuètes et d'enfance. « Hé, mon pote, tu es en retard. »« Je sais. Je suis désolé. Où étais-tu? » Marcus le ramena au lit, s'assit avec Noah sur ses genoux. « J'ai dû faire quelque chose au travail, quelque chose d'important. »« Quoi? » Marcus hésita. Il avait passé des années à protéger Noah de son passé, de la douleur, de la vérité compliquée de ce qu'était son père. Mais les mots de Madame Chen résonnaient dans son esprit. Certaines questions, seul un père peut y répondre. « J'ai piloté un avion aujourd'hui. » Les yeux de Noah s'écarquillèrent. « Un vrai avion, un gros jet. C'était effrayant. » Marcus pensa au décollage. Les commandes dans ses mains, le moment où les roues quittèrent le sol un petit peu. « Ouais, mais vous l'avez fait quand même. Je l'ai fait quand même. » Noah considéra cela avec le sérieux que seul un enfant de 5 ans pouvait rassembler. « Maman a dit que tu pilotais des avions avant. » Le cœur de Marcus se serra. « Elle t'a dit ça? Elle a dit que tu étais le meilleur pilote du monde entier. Elle a dit que tu pouvais piloter n'importe quoi. » Sarah, même partie, elle façonnait toujours leur fils, prononçait toujours la vérité dans sa vie. « J'avais l'habitude de voler, » dit Marcus prudemment. « Il y a longtemps, puis j'ai arrêté. » Pourquoi? La question resta suspendue, simple, impossible. Parce que quelque chose de grave est arrivé et j'ai eu peur. Noah hocha lentement la tête comme si cela avait un sens parfait. J'ai peur parfois aussi à l'école quand les grands sont méchants. Qu'est-ce que tu fais quand tu as peur? Je me souviens de ce que maman a dit. La voix de Noah était factuelle. Elle a dit qu'être courageux ne signifie pas que tu n'as pas peur. Ça signifie que tu le fais quand même. Marcus ne put parler. Sa gorge était serrée, ses yeux brûlaient. Les mots de Sarah dans la bouche de leur fils, traversant la mort elle-même pour lui rappeler qui il était censé être. « Ta maman était très intelligente, » réussit-il à dire. « Je sais, » Noah bâilla. « Papa? »« Oui, mon pote. Si tu volais à nouveau, je peux venir? » Marcus le serra plus fort. « Nous verrons. Ça veut dire peut-être. Ça veut dire peut-être. » Noah sourit, déjà à moitié endormi. « Je pense que tu devrais le faire. Voler à nouveau. Maman serait heureuse. » Il s'endormit en quelques minutes. Marcus resta assis là, le tenant,
regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser, sentant le petit poids chaud de la seule personne qui restait au monde qui importait. Maman serait heureuse. Le serait-elle? Sarah voudrait-elle qu'il vole à nouveau? Ou voudrait-elle qu'il reste en sécurité, les pieds sur terre, invisible? Il pensa à la femme qu'il avait épousée 12 ans auparavant, l'institutrice de deuxième année avec son rire sonore et ses mains douces. La femme qu'il avait maintenue après la mort de Mitchell, qui avait essuyé ses larmes et l'avait fait manger et l'avait tiré du bord de quelque chose de sombre. Elle avait cru en lui-même quand il ne pouvait pas croire en lui-même. « Tu voleras à nouveau un jour », lui avait-elle dit une fois, sa main sur sa poitrine, sur son cœur. « Quand tu seras prêt, quand tu te souviendras que tu étais fait pour le ciel. » 3 semaines plus tard, elle était morte. Un conducteur ivre, une autoroute pluvieuse, un appel téléphonique qui avait mis fin à son monde. Marcus coucha doucement Noah, remonta la couverture jusqu'à son menton et quitta la chambre. Il resta à la fenêtre de la cuisine longtemps, regardant les lumières de la ville, pensant à Sarah et Mitchell, à toutes les personnes qu'il avait perdues et à la seule personne qu'il ne pouvait se permettre de perdre. Noah avait besoin de stabilité. Il avait besoin d'un père qui rentrait à la maison tous les soirs, qui préparait le dîner et était aidait aux devoirs et lisait des histoires avant de dormir. Pas d'un père qui chassait des fantômes dans le ciel. Marcus avait fait son choix 3 ans auparavant, debout devant la tombe de Sarah avec un enfant de 2 ans dans ses bras. Plus de risques, plus de vols, juste la survie. Mais aujourd'hui avait changé quelque chose. Aujourd'hui avait fissuré le mur qu'il avait construit autour de lui, et il ne savait pas comment le refermer. Le lendemain matin, Marcus retourna au travail, enfila l'uniforme gris, ramassa la serpillière, commença dans le coin nord du hangar, comme toujours. Mais rien n'était pareil. Les gens le regardaient maintenant, chuchotaient quand il passait. Un mécanicien, Tom, disait son nom sur son badge, fit un signe de tête à Marcus et lui fit un pouce levé. Marcus continua simplement de laver, pousser, gauche et droite. Vers 11h, l'une des assistantes de Victoria apparut, la plus jeune qui avait ri le plus fort hier. « Monsieur Cole ?» Marcus leva les yeux. « Oui. » Elle ne pouvait pas soutenir son regard. « Madame Langford veut vous voir dans son bureau. Je travaille. Elle a dit de venir maintenant. » Marcus posa la serpillière, suivit l'assistante à travers le hangar, devant les jets, devant les mécaniciens qui s'arrêtèrent pour regarder. Le bureau de Victoria était au 2e étage. Murs de verre, meubles coûteux, une vue sur toute la piste. Elle se tenait à la fenêtre quand il entra, le dos tourné vers lui. « Ferme la porte. » Il le fit. « Asseyez-vous. » Il ne le fit pas. « Je préfère rester debout, madame. » Elle se retourna. Elle avait l'air épuisée, des cernes sous les yeux, cheveux moins parfaits que d'habitude. Mais il y avait autre chose sur son visage aussi, quelque chose qui n'était pas là hier. « Mon père est stable. Les médecins disent qu'il va se rétablir. Je suis contente. Je suis restée avec lui toute la nuit. Il s'est réveillé vers 4 heures du matin. La première chose qu'il a dite a été mon nom. Sa voix se brisa légèrement. Je lui ai dit que j'étais désolé pour tout, pour les années que nous avions perdues à nous disputer. Qu'a-t-il dit? Il a dit qu'il savait déjà. Il a dit qu'il m'attendait pour que je le comprenne. Elle rit doucement. Vieil homme têtu, Marcus ne dit rien. Ce n'était pas à propos de lui. Il n'était que le concierge qui l'avait amené là à temps. Victoria marcha jusqu'à son bureau, ramassa une enveloppe. J'ai examiné vos dossiers. Les épaules de Marcus se tendirent. Vous n'aviez pas ce droit. Je sais. Je suis désolé, mais j'avais besoin de comprendre. Elle ouvrit un dossier. Capitaine Marcus Cole, 12 ans, armée de l'air, division des pilotes d'essai, 2 tours outre-mer, médaille de la valeur pour des actions en Afghanistan, éloge des chefs d'état-major interarmés pour elle leva les yeux. Vous étiez l'un des meilleurs pilotes du pays. C'était il y a longtemps. C'était il y a 8 ans. Ce n'est pas si longtemps. Elle ferma le dossier.
J'ai aussi découvert le lieutenant Mitchell et votre paix même. La mâchoire de Marcus se serra. C'est privé, je sais, et je suis désolé pour vos pertes. Les deux. Il ne répondit pas, ne se faisait pas confiance pour parler. Victoria tendit l'enveloppe. Ceci est pour vous. Qu'est-ce que c'est? Un contrat, hein? Je veux vous embaucher comme pilote pour Langford Aerotech. Avantages sociaux complets, salaire compétitif, horaire flexible. Marcus ne prit pas l'enveloppe. Je ne suis plus pilote. Vous avez piloté mon jet hier parfaitement, après 8 ans sans pratique. Elle s'approcha. Ce n'est pas quelque chose qui disparaît juste. J'apprécie l'offre, mais non. Pourquoi? Parce que j'ai un fils, un enfant de 5 ans, qui a besoin de moi à la maison, en sécurité. Victoria hocha lentement la tête, comme si elle s'attendait à cette réponse. Comment s'appelle-t-il? Noah. Noah. Elle posa l'enveloppe sur son bureau. Je comprends de vouloir protéger votre enfant. Je le fais. Mais je sais aussi ce que c'est de regarder quelqu'un que vous aimez renoncer à lui-même. Je ne renonce pas. Je fais un choix. Êtes-vous ou vous cachez-vous? Les mots frappèrent plus fort qu'ils n'auraient dû. Marcus recula d'un pas. Mademoiselle Langford, vous avez passé 8 mois invisible dans mon hangar, à laver des sols, à nettoyer des toilettes, à prétendre être quelque chose que vous n'êtes pas. Sa voix était douce maintenant, pas cruelle. Je me suis moqué de vous hier parce que je ne pouvais pas voir au-delà de l'uniforme. Mais je vous vois maintenant, Marcus. Je vois qui vous êtes vraiment. Et vous n'êtes pas un concierge. Ce que je suis ou étais n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est qui mon fils a besoin que je sois. Et qui est-ce? Un père qui a peur? Un homme qui fuit son passé? Elle secoua la tête. Les enfants n'ont pas besoin de parents parfaits, Marcus. Ils ont besoin de parents réels. Ils ont besoin de parents qui leur montrent qu'il est acceptable de tomber tant qu'on se relève. Les mains de Marcus tremblaient. Il les serra en poing. Vous ne savez rien de ce que c'est d'être parent. Non, je ne sais pas. Les yeux de Victoria étaient humides. Mais je connais le regret. Je sais ce que c'est de gaspiller des années à fuir les gens qui vous aiment. J'ai failli perdre mon père parce que j'étais trop fier pour décrocher le téléphone. Elle reprit l'enveloppe, la lui tendit. Ne faites pas la même erreur. Ne laissez pas la peur vous voler le reste de votre vie. Marcus regarda l'enveloppe. Tout son corps se sentait tendu, enroulé. Je ne peux pas. Oui, vous pouvez. Vous ne comprenez pas. Alors, aidez-moi à comprendre. Sa voix s'éleva. Dites-moi ce qui s'est passé. Dites-moi pourquoi un homme qui pouvait piloter n'importe quoi s'éloigne du ciel. Parce que j'ai tué quelqu'un. Les mots explosèrent de lui. Brut. Brisé. 8 ans de silence brisés en un seul instant. Victoria resta immobile. Mitchell m'a fait confiance. C'était un gamin, 26 ans, à peine assez vieux pour se raser. Et il m'a fait confiance pour le garder en sécurité. Et j'ai échoué. L'avion a échoué et je n'ai pas pu le réparer. Et il est mort. Il est mort effrayé et confus et appelant sa mère. Et je suis resté assis là. Je suis resté assis là et je l'ai regardé mourir et je n'ai rien pu faire. La voix de Marcus se brisa. Ses yeux brûlaient. Et puis Sarah, ma femme, elle était la seule raison pour laquelle j'ai continué après Mitchell. Elle croyait en moi quand je ne pouvais pas croire en moi-même. Et puis Dieu l'a prise aussi, comme si je n'avais pas assez perdu, comme si je n'avais pas assez souffert. Il pleurait maintenant, il s'en fichait. Alors ne me parlez pas de peur, ne me parlez pas de fuir. Je ne fuis rien. Je protège la seule personne qui me reste. Parce que si je vole à nouveau et que quelque chose arrive et que Noah me perd aussi, il ne put finir, ne put respirer. Victoria traversa lentement la pièce. Elle se tenait devant lui, assez près pour le toucher. Marcus, il ne pouvait pas la regarder. Ce qui est arrivé à Mitchell n'était pas de votre faute. C'était une défaillance d'équipement. Rien que vous n'auriez pu faire. Je sais ce que le rapport a dit,
Mais vous ne le croyez pas. Ça n'a pas d'importance, ce que je crois. Il est toujours mort. Elle resta silencieuse un instant. Alors que dirait Sarah si elle était là en ce moment? La tête de Marcus se leva brusquement. Ne. Que vous dirait-elle? J'ai dit ne. Voudrait-elle que vous vous cachiez? Que vous passiez le reste de votre vie à laver des sols et à prétendre être moins que ce que vous êtes? Elle voudrait que je garde Noah en sécurité. Et elle voudrait que vous soyez heureux. La voix de Victoria était douce mais certaine. Elle vous aimait. Je peux le dire par la façon dont vous parlez d'elle. Une femme qui aime un homme comme ça ne veut pas qu'il disparaisse. Elle veut qu'il vive, vraiment vivre. Marcus ferma les yeux. Le visage de Sarah apparut dans son esprit. Son sourire, sa voix. Fait la chose effrayante. Je ne peux pas vous promettre que vous ne serez pas blessé, continua Victoria. Je ne peux pas promettre que rien de mauvais n'arrivera jamais. Mais je peux vous promettre ceci. L'homme que j'ai vu voler hier est trop bon pour être gâché. Et votre fils mérite un père qui n'a pas peur d'être qui il est vraiment. Elle pressa l'enveloppe dans ses mains. Ramenez-la à la maison, réfléchissez-y, parlez-en à Noah, puis décidez. Marcus regarda l'enveloppe. Papier blanc, texte noir, un avenir qu'il avait juré de ne jamais considérer. J'ai consulté vos dossiers pour une autre raison, dit Victoria doucement. Je voulais savoir quel genre d'homme vous êtes. Et savez-vous ce que j'ai trouvé? Il secoua la tête. J'ai trouvé un héros. Non pas à cause des médailles ou des éloges, mais parce que quand vous avez vu quelqu'un en difficulté hier, vous n'avez pas pensé à vous. Vous n'avez pas pensé au risque ou à la douleur ou à la peur. Vous avez juste aidé. Elle sourit faiblement. Ce n'est pas un concierge, Marcus, c'est un pilote. Et les pilotes appartiennent au ciel. Marcus resta là, enveloppe à la main, les larmes séchant sur son visage. J'ai besoin de temps, dit-il. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Il se tourna et marcha vers la porte, s'arrêta la main sur la poignée. Mademoiselle Langford, Victoria. Il la regarda. Merci de m'avoir emmené à San Francisco pour tout cela. Juste merci. Elle hocha la tête. Remerciez-moi en ne renonçant pas. Marcus quitta son bureau, traversa le hangar, ramassa sa serpillière et termina son service comme si rien ne s'était passé. Mais l'enveloppe était dans sa poche tout le temps, lourde comme une pierre, pleine de possibilités et de terreur. Cette nuit-là, après que Noah se fut endormi, Marcus s'assit à la table de la cuisine, l'enveloppe devant lui. Toujours scellée, il la fixa longtemps, puis il l'ouvrit et commença à lire. Le contrat faisait 3 pages. Marcus lut chaque mot 2 fois. Pilote senior Langford Aerotech, un salaire qui lui fit les yeux larmoyants. Des avantages qui couvriraient tout. Assurance maladie, retraite, assurance vie pour Noah. Un horaire qui promettait de la flexibilité, promettait du temps avec son fils. C'était tout ce qu'il avait cessé d'espérer, et cela le terrifiait. Marcus posa les papiers et se dirigea vers la fenêtre. Les lumières de la ville se brouillèrent à travers la vitre. Quelque part là-bas, des avions décollaient et atterrissaient, transportant des gens vers des endroits où ils devaient être. Il avait été l'un de ces pilotes autrefois, l'un des meilleurs. Mais c'était avant Mitchell, avant Sarah, avant qu'il n'apprenne que les gens que vous aimez peuvent disparaître en un instant et que vous ne pouvez rien faire pour l'empêcher. Son téléphone vibra sur le comptoir. Un SMS de Victoria. Pas de pression. Je voulais juste que tu saches que l'offre tient. Prends ton temps. Marcus ne répondit pas. Il alla se coucher, mais le sommeil ne vint pas. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le cockpit, sentait les commandes, entendait les moteurs et sous tout cela, la voix de Mitchell, jeune, effrayé. Que faisons-nous? Que faisons-nous? Vers 3 heures du matin, Marcus renonça au sommeil. Il s'assit sur le bord de son lit et fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il pria. Pas à Dieu exactement, plus à Sarah, à l'univers, à quiconque pourrait écouter.
Dis-moi quoi faire, murmura-t-il. Je ne sais pas quoi faire. L'appartement était silencieux. Aucune réponse ne vint. Mais quand Marcus finit par s'endormir juste avant l'aube, il rêva de voler. Pas du crash, pas des alarmes, juste de voler en douceur et régulièrement à travers des nuages qui s'écartaient comme des rideaux dans un ciel bleu infini. Il se réveilla avec des larmes sur le visage et une étrange sensation dans la poitrine. Quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. Le lendemain matin, Marcus prépara le petit déjeuner. Oufs et toast, le préféré de Noah. Le contrat était sur le comptoir, visible mais intact. Noah monta sur sa chaise, toujours en pyjama, les cheveux hérissés dans toutes les directions. Papa. Oui, mon pote, qu'est-ce que c'est? Il montra les papiers du doigt. Marcus hésita. Il avait prévu d'attendre, d'y réfléchir davantage, de trouver les bons mots. Mais Noah le regardait avec les yeux de Sarah. Et soudain, les bons mots ne semblèrent plus avoir d'importance. C'est une offre d'emploi, dit Marcus. Quelqu'un veut que je sois à nouveau pilote. Les yeux de Noah s'écarquillèrent, un vrai pilote comme avant. Comme avant. Tu vas le faire? Marcus s'assit en face de son fils. Je ne sais pas encore. C'est de ça que je voulais te parler. Moi, Noah parut confus. Pourquoi moi? Parce que si je prends ce travail, les choses changeraient. Je pourrais avoir à voyager parfois, être loin de la maison, et je voulais savoir ce que tu en penserais. Noah resta silencieux un instant, son petit visage plissé de concentration, la même expression que Sarah avait quand elle réfléchissait intensément à quelque chose. Tu serais beaucoup absent? Certains jours, mais je rentrerai toujours. Promis, promis. Noah hocha lentement la tête, puis il dit quelque chose qui arrêta le cœur de Marcus. Maman m'a dit que tu volerais à nouveau un jour. Marcus ne put parler. Elle a dit que tu étais triste parce que quelque chose de grave était arrivé, mais elle a dit qu'un jour tu te souviendrais que tu as ta place dans le ciel. Noah ramassa sa fourchette, commença à pousser les œufs autour de son assiette. Elle a dit que je devrais être courageux quand ce jour viendrait, parce que tu aurais besoin que je sois courageux aussi. Sarah, même maintenant, même partie, les guidait toujours toutes les deux. Quand a-t-elle dit ça? La voix de Marcus était à peine un murmure. Avant qu'elle n'aille au ciel, elle m'a fait promettre de me souvenir. Noah leva les yeux. Je me souviens, papa. Je me souviens de tout ce qu'elle a dit. Marcus tendit la main à travers la table et prit la main de son fils, de petits doigts s'enroulant autour des siens. « Tu as peur? » demanda Noah. « Oui. »« C'est normal, » dit maman. « Avoir peur est normal. » Elle a dit, « La chose courageuse est de le faire quand même. » Marcus ferma les yeux. Les larmes vinrent avant qu'il ne puisse les arrêter. « Papa, tu pleures? »« Oui, mon pote, je pleure. C'est parce que tu t'ennuies de maman? En partie parce que je suis vraiment fier de toi. » Noah sourit, ce sourire qui était tout Sarah. « Alors, tu vas le faire? Être à nouveau pilote? » Marcus regarda son fils, regarda le contrat sur le comptoir, regarda la photo de Sarah sur le réfrigérateur, souriante sous le soleil d'été. « Ouais, dit-il, je pense que oui. » Noah sauta de sa chaise et jeta ses bras autour du cou de Marcus. Je le savais. Je savais que tu le ferais. Je peux venir te voir voler. Je peux? Nous verrons, mon pote. Nous verrons. Cet après-midi-là, Marcus appela Victoria. Je suis dedans, dit-il. Il y eut une pause. Puis, tu es sûr? Non, mais je le fais quand même. Il pouvait entendre le sourire dans sa voix. C'est le genre de oui le plus courageux. La formation commença le lundi suivant. Marcus avait oublié à quel point cela pouvait être brutal. Des journées de 12 heures dans le simulateur. Des procédures d'urgence répétées encore et encore jusqu'à ce que ses mains bougent sans réfléchir. Système de navigation, schéma météorologique, panne mécanique, chaque scénario conçu pour le pousser au-delà de ses limites. Victoria fit venir des spécialistes, d'anciens pilotes militaires, des vétérans de spectacles aériens,
Des hommes et des femmes qui avaient passé leur vie dans le ciel et savaient exactement comment casser un pilote et le reconstruire. Marcus échoua constamment au début, fit des erreurs qu'il n'aurait jamais faites 8 ans auparavant. Son timing était mauvais. Ses réflexes étaient lents, les instructeurs secouèrent la tête et prirent des notes sur leur tablette. « Vous êtes rouillé », lui dit Tom Rivera après une session particulièrement mauvaise. Tom était le mécanicien en chef, mais il avait été pilote de la marine dans une autre vie. « C'est normal, vous allez le récupérer. Et si je ne le fais pas, vous le ferez. » Tom lui tendit une tasse de café. « J'ai vu des pilotes revenir de pire que 8 ans d'arrêt. Vous avez les instincts. Ils sont juste enterrés sous toute cette peur. Comment savez-vous que j'ai peur? Parce que je peux le voir dans vos mains. La façon dont vous serrez trop les commandes. La façon dont vous hésitez avant chaque décision. » Tom s'assit à côté de lui. « La peur n'est pas l'ennemi, capitaine. L'hésitation l'est. La peur vous garde aiguisé. L'hésitation vous fait tuer. » Marcus fixa son café. « J'ai paniqué une fois dans une vraie urgence. Mon copilote est mort parce que je n'ai pas pu réfléchir assez vite. Ce n'est pas ce que le rapport a dit. » Le rapport avait tort. Tom resta silencieux un instant. « Vous croyez vraiment ça? »« Je le sais. Alors prouvez que c'est faux. » Tom se leva. « Retournez dans le simulateur. Refaites le scénario. Et cette fois, ne pensez pas, juste voler. » Marcus retourna, refit le scénario, échoua à nouveau, mais il fut plus rapide cette fois, plus près. Il le refit encore et encore et encore. À la fin de la 2e semaine, ses mains avaient cessé de trembler. À la fin de la 3e semaine, il réussissait des scénarios qu'il avait échoués une 12aine de fois auparavant. À la fin de la 4e semaine, les instructeurs avaient cessé de secouer de la tête. « Vous y arrivez », lui dit Victoria. Un soir, elle avait commencé à venir regarder les sessions de formation, debout derrière la vitre comme une gardienne silencieuse. « Comment vous sentez-vous? » Fatigué, endolori, vieux, elle rit. « Vous avez 42 ans, ce n'est pas vieux. Dites ça à mon dos. » Il se tenait devant le simulateur, le hangar silencieux autour d'eux. La plupart du personnel était rentré chez eux. « Noah a posé des questions sur vous, » a dit Marcus. « Il l'a fait. Il voulait savoir si vous étiez la dame qui m'avait donné le travail. » J'ai dit oui. Qu'a-t-il dit? Il a dit que je devrais vous remercier et ensuite il a demandé si vous aimiez les dinosaures. Victoria sourit. « Dites-lui oui, surtout les volants. Les ptérodactyles n'étaient pas des dinosaures. C'étaient des ptérosaures. Vous êtes sérieusement en train de me corriger là? Noah le ferait. Il est très particulier sur ces animaux préhistoriques. » Ils restèrent là dans un silence confortable. Quelque chose avait changé entre eux au cours des dernières semaines. La froideur avait disparu. La moquerie avait disparu. À leur place était quelque chose que Marcus ne pouvait pas vraiment nommer. « Votre certification finale est vendredi, » dit Victoria. L'estomac de Marcus se serra. « Je sais que toute l'équipe technique regardera. C'est un protocole standard, mais ça ressemble à un procès. »« Oui, je serai prêt. Je sais que vous le serez. » Elle lui toucha brièvement le bras. « Quoi qu'il arrive, Marcus, je suis contente que vous ayez dit oui. » Elle s'éloigna avant qu'il ne puisse répondre. Vendredi arriva trop vite. Marcus se réveilla à 5 heures, ne put manger, fit des pompes sur le sol de son appartement, jusqu'à ce que ses bras lâchent, essayant de brûler l'énergie nerveuse. Noah dormait encore quand Madame Chen arriva. « Grande journée, dit-elle. Oui, vous vous en sortirez bien. »« Comment savez-vous? » Elle sourit. « Parce que je vous ai observé ces dernières semaines. Vous êtes différente maintenant. Plus fort, plus comme l'homme dont votre femme parlait. » Marcus la regarda. « Sarah vous parlait de moi tout le temps. Elle était si fière de vous. Même quand vous ne pouviez plus voler, elle savait que vous retrouveriez votre chemin. » Madame Chen lui tapota doucement la joue. Allez être le pilote en qui elle croyait. Au hangar, les gens se rassemblaient déjà. Ingénieurs, mécaniciens, instructeurs de vol. Victoria se tenait avec eux,
professionnel et posé. Marcus entra dans la baie du simulateur. La réplique du cockpit attendait. Capitaine Cole, la voix de l'instructeur principal vint des haut-parleurs. Nous allons exécuter un scénario de certification standard. Procédure d'urgence. Vos réponses seront évaluées. Compris. Marcus monta dans le simulateur, attacha le harnais, mit le casque. Le scénario commença. Décollage normal, montée standard, tout était routinier. Puis la première lumière d'avertissement, pression hydraulique chutant. Marcus répondit immédiatement. Système de secours engagé. Commande ajustée. Problème contenu. Ensuite vint une panne électrique. La moitié des instruments s'éteignirent. Marcus passa en manuel, calcula le cap au compas, maintint l'altitude au ressenti. Toujours gérable. Et puis tout alla mal d'un coup. Avertissement d'incendie moteur. Les deux moteurs simultanément. Le cockpit se remplit d'alarmes. Lumière rouge partout. Le son était assourdissant. Exactement le même son qu'il y a 8 ans. Les mains de Marcus se figèrent sur les commandes. Non, 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 non. L'altimètre chutait. 3000 pieds, 2500, 2000. Capitaine Cole, la voix de l'instructeur était lointaine, étouffée. Répondez à l'urgence. Mais Marcus ne pouvait pas bouger. Il était de retour dans ce cockpit, Mitchell à ses côtés, l'avion en vrille, le sol se précipitant. Que faisons-nous? Que faisons-nous? La voix de Mitchell, jeune, terrifié, les derniers mots que Marcus l'entendit prononcer. 500 pieds, 1000, c'était la fin. C'était toujours comme ça que ça finissait. Et puis, à travers le rugissement des alarmes, Marcus entendit autre chose. Une petite voix familière, certaine. Tu es le meilleur pilote, papa. Noah. Et en dessous, une autre voix, plus douce, plus chaleureuse. Tu étais destiné au ciel, Marcus. Quand tu seras prêt, Sarah. Les mains de Marcus bougèrent. Il coupa les deux moteurs, activa l'extinction d'incendie, ajusta pour un rapport de planée optimal. 500 pieds. Il trouva une clairière dans la simulation, aligna l'approche. Pas de puissance, juste la physique, portance et traînée, vitesse et angle. 300 pieds. Ses mains étaient stables maintenant. Son esprit était clair. 200 pieds, 100, les roues touchèrent durement. Le simulateur trembla violemment, mais ils étaient au sol. Ils étaient au sol et ils étaient arrêtés, et les alarmes se turent. Marcus resta assis là, la poitrine haletante, les mains toujours sur les commandes. La voix de l'instructeur vint par le casque, différente maintenant. Arrêt complet. Atterrissage d'urgence réussi. Marcus retira le casque, sortit du simulateur. Ses jambes tremblaient si fort qu'il pouvait à peine tenir debout. La porte de la salle d'observation s'ouvrit. Victoria passa la première. Derrière elle, les ingénieurs, les mécaniciens, Tom Rivera. Ils le regardaient tous. Puis Tom commença à applaudir. Une personne, puis deux, puis tout le monde. Les applaudissements remplirent pour la baie, résonnant sur les murs. Marcus se tenait là, confus, submergé. Victoria s'approcha de lui. Ses yeux étaient humides. Ça, dit-elle doucement, était un scénario d'urgence de niveau 5, le test le plus difficile que nous ayons. La plupart des pilotes échouent à la première tentative. Certains ne le réussissent jamais. Je ne savais pas. Vous n'étiez pas censé le savoir. Elle lui prit de la main. Vous avez réussi, Marcus. Parfaitement. La porte s'ouvrit à nouveau, Madame Chen entra et à côté d'elle, sautant d'excitation, était Noah. Papa, il courut à travers le sol et Marcus le rattrapa, le souleva, le serra si fort. Tout le monde applaudissait, dit Noah. Tu l'as fait, tu l'as fait. Comment êtes-vous ici? Demanda Madame Langford. Elle a dit, je devrais voir ça. Noah recula, les yeux brillants. Je te l'ai dit, papa. Je t'ai dit que tu es le meilleur pilote de tous les temps. Marcus ne put parler. Il serra juste son fils, des larmes coulant sur son visage.
entouré de gens qui le voyaient enfin pour qui il était vraiment. Victoria s'avança. Il y a autre chose. Elle sortit son téléphone, lui montra un email. Ceci est arrivé hier. J'attendais après votre test pour vous le montrer. Marcus lut la ligne d'objet. Expo internationale de l'aviation Dubaï. Ses mains recommencèrent à trembler. Ils veulent un pilote de démonstration, dit Victoria. Quelqu'un pour présenter le vol de précision aux clients d'entreprise, aux observateurs militaires, à la presse de 40 pays. Pourquoi me montrez-vous ça? Parce qu'ils ont vu vos images de formation, les scénarios que vous avez exécutés, la façon dont vous maniez l'avion. Elle fit une pause. Ils vous veulent, Marcus, par votre nom. Je ne peux pas, il y a plus. Victoria fit défiler l'email. Orion Industries sponsorise l'événement. Si la démonstration est réussie, ils offrent une bourse d'études complète à la famille du pilote. Le cœur de Marcus s'arrêta. Quoi? Bourse complète jusqu'à l'université pour Noah. Il regarda l'email, regarda son fils dans ses bras, regarda Victoria. Ils veulent que vous voliez pendant 20 minutes, dit Victoria devant le monde. Et en retour, l'avenir de Noah est assuré. Noah tira sa manche. Papa, qu'est-ce qu'une bourse? Ça signifie, la voix de Marcus se brisa. Ça signifie que tu pourrais aller à n'importe quelle école que tu veux, n'importe quelle université, tout payer. Parce que tu voles. Parce que je vole. Le visage de Noah s'illumina de ce sourire, le sourire de Sarah. Alors tu dois le faire, papa. Tu dois. Marcus regarda son fils, le contrat qu'il avait signé, le test qu'il venait de réussir, l'avenir impossible soudain à portée de main. 3 mois auparavant, il avait été invisible. Un concierge lavant des sols, un homme se cachant de son passé. Maintenant, il se tenait dans un hangar rempli de gens qui croyaient en lui, tenant son fils, se voyant offrir tout ce qu'il avait perdu. La peur était toujours là, froide et familière. Mais il y avait aussi autre chose, quelque chose de plus fort. « Quand? » demanda Marcus. Victoria sourit. 3 semaines, 3 semaines. 3 semaines pour se préparer au plus grand moment de sa vie. Marcus serra Noah plus fort et regarda Victoria. « Je le ferai. » Les 3 semaines qui suivirent furent les plus difficiles de la vie de Marcus. Chaque matin, il se réveillait à 4 heures. Chaque soir, il s'effondrait au lit après minuit. Entre les deux, il se poussait plus fort qu'il ne l'avait jamais fait auparavant, plus fort que l'armée de l'air, plus fort que la formation de pilote d'essai, plus fort que tout ce qu'il avait fait dans sa vie précédente. Victoria fit venir un nouvel instructeur, un homme nommé colonel James Whitfield, colonel de l'armée de l'air à la retraite, qui avait entraîné des pilotes pour les Thunderbirds pendant 15 ans. Il avait 63 ans, des cheveux argentés et des yeux qui ne manquaient rien. « Vous avez des compétences, » dit Whitfield à Marcus après leur première session, « mais les compétences ne suffisent pas pour Dubaï. Vous avez besoin de précision. Vous avez besoin de spectacle. Vous devez faire retenir leur souffle à 60 000 personnes. Comment je fais ça? En oubliant tout ce que vous savez sur le vol en toute sécurité et en apprenant à voler magnifiquement. » C'était un autre type de formation, pas des procédures d'urgence et des pannes de système. C'était de l'or. Chaque virage calculé au degré. Chaque montée chronométrée à la seconde. Chaque manœuvre conçue pour paraître impossible, tout en étant parfaitement contrôlée. Marcus eut du mal au début. Ses instincts étaient des instincts de survie. Ramener l'avion en toute sécurité. Protéger les passagers. Minimiser les risques. Whitfield voulait quelque chose de complètement différent. « Vous volez avec peur », dit le colonel après le 3e échec de Marcus à une boucle barriquée de précision. « Je peux le voir dans chaque mouvement que vous faites. Je suis prudent. La prudence est pour les pilotes commerciaux. Vous ne transportez pas de passagers à Cleveland. Vous vous produisez pour le monde. » Whitfield croisa les bras. « Pourquoi avez-vous accepté de faire ça? » « Pour mon fils? » « C'est une bonne raison, mais ce n'est pas suffisant. » Whitfield se pencha en avant. « Pourquoi avez-vous vraiment accepté? »
Marcus ne répondit pas. Il ne savait pas comment l'expliquer, le sentiment dans le simulateur quand il avait réussi le test de niveau 5. La façon dont Noah l'avait regardé. La voix dans sa tête qui ressemblait à Sarah disant qu'il était destiné au ciel. Laissez-moi vous dire quelque chose, dit Whitfield. J'ai entraîné des centaines de pilotes. Les bons volant avec leurs mains. Les grands volant avec leur cœur. En ce moment, vous volez avec votre peur. Comment j'arrête? Vous n'arrêtez pas d'avoir peur. Vous volez à travers elle. Vous prenez chaque morceau de douleur et de perte et de terreur que vous avez jamais ressenti et vous l'utilisez. Vous la laissez vous alimenter au lieu de vous figer. C'est plus facile à dire qu'à faire. Tout ce qui vaut la peine d'être fait l'est. Whitfield se leva. Encore une fois depuis le début, et cette fois volé comme l'homme que votre femme croyait que vous étiez. Marcus remonta, échoua encore et encore. Mais quelque part autour de la 10e tentative, quelque chose changea. Il arrêta de penser aux manœuvres et commença à les ressentir. Arrêta de calculer et commença à fluer. La boucle barriquée fut parfaite. La montée verticale atteignit exactement là où elle devait. La récupération fut si douce, même Whitfield sourit. « Mieux, dit le colonel, beaucoup mieux. » À la fin de la première semaine, Marcus atteignait 90% de ses objectifs. À la fin de la deuxième semaine, à la fin de la troisième semaine, Whitfield le déclara prêt. « Vous n'êtes pas le meilleur pilote que j'ai jamais entraîné, dit-il lors de leur dernier jour. Mais vous êtes peut-être le plus courageux. Pourquoi dites-vous cela? Parce que la plupart des hommes qui ont traversé ce que vous avez vécu ne volent plus jamais. Ils laissent la peur gagner. Vous ne l'avez pas fait. » Whitfield tendit la main. « Bonne chance à Dubaï, Captain Cole. Faites-nous honneur. » Marcus lui serra la main. « Merci, colonel, pour tout. Ne me remerciez pas encore. Remerciez-moi quand vous aurez 60 000 personnes debout. » Le vol vers Dubaï fut de 14 heures. Victoria avait tout organisé. Billets en première classe, hébergement à l'hôtel, transport terrestre. Noah vint avec eux, accompagné de Madame Chen. Victoria avait insisté. Il devrait voir ça. Elle avait dit qu'il devrait voir son père voler. Dans l'avion, Noah ne pouvait pas rester assis. Il pressa son visage contre la fenêtre pendant le décollage, bombarda les hôtesses de questions sur l'avion et parla sans arrêt de ce que Dubaï serait. Y aura-t-il des chameaux? Pouvons-nous voir le grand bâtiment? Le très grand? Papa sera-t-il à la télévision? Madame Chen répondit patiemment pendant que Marcus était assis de l'autre côté de l'allée, révisant sa routine pour la 100e fois. Victoria apparut à ses côtés. « Vous devriez dormir. Grande journée demain. Je ne peux pas dormir. » Nerveux, terrifié. Elle s'assit sur le siège vide à côté de lui. « Vous savez ce que je faisais il y a 3 mois? Gérer votre entreprise, me moquer d'un concierge dans mon hangar. » Elle secoua la tête. « Je pense beaucoup à ce jour. Les choses que j'ai dites, la façon dont je vous ai traité. Vous vous êtes déjà excusé. Je sais, mais les excuses n'effacent pas ce qui s'est passé. » Elles le reconnaissent juste. Elle le regarda. « J'étais cruel, Marcus. J'avais peur et j'étais désespéré, et je me suis défoulé sur vous. Ce n'est pas qui je veux être. Nous faisons tous des choses que nous regrettons quand nous avons peur. C'est très généreux de votre part. C'est la vérité. » Marcus se tourna pour lui faire face. « Vous m'avez rendu ma vie, Victoria. Quoi qu'il se soit passé avant, ça n'a pas de l'importance. Ce qui importe, c'est ce que vous avez fait après. » Elle resta silencieuse un instant. « Alors mon père vient à Dubaï. »« Quoi? Il m'a appelé hier. A dit qu'il voulait voir la démonstration. Voulait voir le pilote qui lui avait amené sa fille quand il mourait. » Elle sourit faiblement. « Nous avons parlé tous les jours depuis l'hôpital. Vraiment parlé pour la première fois en 5 ans. C'est bon, c'est terrifiant et merveilleux, et je ne sais pas comment me sentir à ce sujet. Peut-être que vous n'avez pas besoin de savoir. Peut-être que vous avez juste à vous présenter. » Victoria le regarda. « Vraiment? » Le regarda. « Quand êtes-vous devenu si sage? » « Je ne suis pas sage.
Je suis juste assez vieux pour savoir que la vie ne vous donne pas beaucoup de secondes de chance. Quand elle le fait, vous les prenez. Elle tendit la main et lui serra la main, brève, chaude. Puis elle se leva. Dors un peu, capitaine Cole. Vous avez un monde à impressionner demain. Dubaï était écrasant. La chaleur frappa Marcus dès qu'il descendit de l'avion. Sèche et intense. Rien à voir avec l'humidité de Los Angeles. La ville s'élevait autour d'eux. Des tours de verre et d'acier atteignant un ciel si bleu que ça faisait mal de le regarder. Le terrain d'exposition était immense. Des avions partout, des jets militaires, des avions commerciaux, des hélicoptères, des conceptions expérimentales. Des milliers de personnes se déplaçaient dans les halls d'exposition, parlant des dizaines de langues. Leur démonstration était prévue pour le dernier jour. Créneau privilégié, coucher de soleil. C'est quand la lumière est la meilleure, expliqua Victoria. Le monde entier regardera. La veille de la démonstration, Marcus parcourut le terrain seul. Il avait besoin de se vider la tête, de trouver un espace calme dans tout ce chaos. Il se retrouva devant un mur commémoratif, des photos de pilotes morts en service, noms et dates, et de brèves descriptions de leurs sacrifices. Un visage attira son regard, jeune, enthousiaste, familier. Lieutenant Jason Mitchell, 1986 à 2014, tué lors d'un test et vol expérimental. Les genoux de Marcus faillirent lâcher. Il ne l'avait pas su, n'avait pas cherché. Pendant 8 ans, il avait évité tout ce qui était lié à la mort de Mitchell. Et maintenant, voici son visage, souriant d'un mur à Dubaï, éternellement jeune. Ils l'ont honoré, dit Victoria derrière lui. Marcus ne se retourna pas. Depuis combien de temps êtes-vous là? Assez longtemps. Elle se plaça à côté de lui, regarda la photo de Mitchell. L'armée de l'air a soumis son nom il y a 2 ans. Il est reconnu comme un pionnier de la sécurité aérienne. La panne qui l'a tué a conduit à des améliorations de systèmes qui ont sauvé des centaines de vies. Ça ne le ramène pas. Non, mais ça donne un sens à sa mort. Marcus tendit la main, toucha le bord de la photo de Mitchell. Il allait demander sa petite amie en mariage à son retour. Le saviez-vous? Il avait la bague dans son casier, l'a montrée à tout le monde. Connaissait-elle sa petite amie? Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais contactée. Jamais contacté sa famille. Je ne pouvais pas leur faire face. La voix de Marcus se brisa. J'étais un lâche. Vous étiez en deuil. Je me cachais, tout comme je me suis caché pendant 8 ans. Tout comme j'aurais continué à me cacher si vous n'aviez pas. Il s'arrêta, ne put finir. Victoria posa sa main sur son épaule. Vous êtes ici maintenant. C'est ce qui compte. Est-ce suffisant? Je ne sais pas, mais je pense que Mitchell voudrait que vous voliez demain. Je pense qu'il voudrait que vous montriez au monde ce vers quoi vous travaillez tous les deux. Elle fit une pause. N'est-ce pas? Marcus regarda la photo. Des yeux jeunes, un sourire enthousiaste, une vie écourtée. Ouais, dit-il doucement. Je pense que oui. Le matin de la démonstration, Marcus se réveilla avant l'aube. Il ne pouvait pas manger, ne pouvait pas rester tranquille. Il fit des pompes jusqu'à ce que ses bras lâchent, puis se tint à la fenêtre, regardant le soleil se lever sur Dubaï. Noah le trouva là 1 heure plus tard. « Papa, tu vas bien? »« Juste nerveux, mon pote. » Noah monta sur la chaise à côté de lui. « J'ai fait un rêve à propos de maman la nuit dernière. » Le souffle de Marcus se coupa. « Tu l'as fait? » Elle souriait. Elle a dit qu'elle était fière de toi. Elle a dit qu'aujourd'hui allait être vraiment spéciale. Marcus serra son fils contre lui. J'espère qu'elle a raison. Elle a toujours raison, même quand elle est au ciel. Sur le terrain de l'exposition, des milliers de personnes s'étaient déjà rassemblées. La zone de démonstration était bondée, les gradins pleins, les sections VIP débordantes, les plateformes de presse encombrées de caméras. Marcus se tenait à côté du jet que Victoria avait fourni, blanc et argenté, élégant et magnifique. Le logo Langford Aerotech brillait sur la queue. Tom Rivera était là pour les dernières vérifications. « Tout est parfait, capitaine. »
Elle est prête comme vous l'êtes. Merci, Tom. Victoria apparut avec son père. Charles Langford était plus âgé que Marcus ne l'avait imaginé. Cheveux blancs, visage buriné, des yeux qui portaient le poids de décennies dans l'aviation. « Alors, vous êtes l'homme qui a sauvé la vie de ma fille, » dit Charles. « J'ai juste piloté le jet, monsieur. » « Vous avez fait bien plus que ça, » Charles tendit de la main. « J'ai beaucoup entendu parler de vous, capitaine Cole. De Victoria, des rapports de formation de mes vieux amis de l'armée de l'air. » Marcus lui serra la main. « J'espère que c'était principalement bon. » « C'était tout bon, sauf la partie où vous avez passé 8 ans à nettoyer des toilettes au lieu de voler, » Charles sourit. « Mais je comprends. Parfois, nous devons disparaître avant de pouvoir revenir. » Vous avez l'air de parler d'expérience. J'ai passé 2 ans sur un bateau de pêche en Alaska après la mort de ma femme. Je n'ai pas touché un avion de tout ce temps. Les yeux de Charles devinrent lointains. Certaines pertes prennent plus de temps à guérir que d'autres. L'important est que vous guérissiez finalement. Madame Chen apparut avec Noah. Il est presque temps. Noah leva les yeux vers Marcus avec ses yeux. Les yeux de Sarah pleins de confiance et d'excitation. « Tu vas être incroyable, papa. » Marcus s'agenouilla, serra son fils dans ses bras. « Quoi qu'il arrive là-haut, je veux que tu saches quelque chose. »« Quoi? Tu es la raison pour laquelle je fais ça. Toi et ta maman. Tout ce que j'ai fait de bien dans ma vie, c'est grâce à vous deux. » Noah le serra plus fort. « Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, mon pote. Plus que tout. » Marcus se leva, regarda Victoria, Charles, Madame Chen, Tom. Tous croyaient en lui. Tous attendaient qu'il vole. « Il est temps d'y aller, » dit-il. Il monta les escaliers du jet, entra dans le cockpit et s'attacha. L'étreinte familière du siège du pilote, l'odeur familière de l'aviation, le poids familier des commandes dans ses mains. C'était là qu'il appartenait. C'était qui il était. La radio crépita. « Langford 1, vous êtes autorisé pour la démonstration. La piste est à vous. » Marcus prit une profonde inspiration. La relâcha lentement. « Bien reçu. Contrôle. » Langford 1 débutant la démonstration. Il poussa la manette des gaz vers l'avant. Les moteurs rugirent. Le jet roula sur la piste de plus en plus vite jusqu'à ce que les roues se soulèvent et qu'il soit en l'air. La foule s'éloigna sous lui. Des milliers de visages levant les yeux. Des caméras suivant chacun de ses mouvements. Marcus monta raide et vite, puis se stabilisa à 2000 pieds. Et puis il vola. Chaque manœuvre qu'il avait pratiquée, chaque routine que Whitfield lui avait inculquée, tout se rejoignit dans une performance qui fit haleter la foule. Des tonneaux si doux qu'ils semblaient sans effort. Une montée verticale qui semblait toucher le ciel. Une plongée qui le ramena en criant vers le sol, tirant au dernier moment avec des forces G qui le pressaient dans son siège. Le jet répondit comme une extension de son corps. Chaque entrée se traduisit en mouvement. Chaque pensée devint action. Marcus traça des huettes à travers le ciel du coucher de soleil. Il traça des spirales qui laissèrent des traînées de vapeur suspendues dans l'air. Il poussa l'avion à ses limites, puis le ramena. Toujours en contrôle, toujours précis. 20 minutes passèrent dans ce qui sembla être des secondes. La manœuvre finale, un lent roulis directement au-dessus de la foule, aile verticale, puis inversée, puis de nouveau à niveau. Le soleil capta la peau argentée de l'avion et pendant un instant, il sembla que Marcus volait à travers le feu. Il s'aligna pour l'atterrissage, descendit en douceur et régulièrement. La piste s'éleva à sa rencontre. Les roues touchèrent le sol aussi doucement qu'un murmure. Le jet s'arrêta. Silence. Puis le tonnerre. La foule explosa, 60 000 personnes debout, acclamant, applaudissant, criant. Le son était si fort qu'il pénétra dans le cockpit, remplit les oreilles de Marcus, secoua sa poitrine. Il coupa les moteurs, ouvrit la verrière. Le rugissement le frappa comme une vague. Marcus sortit, se tint sur l'aile. La foule s'étendait devant lui, une mer de visages,
tous regardant un seul homme. Puis il vit un mouvement à la barrière, petit, rapide, déterminé. Noah traversa la ligne de sécurité en courant sur le tarmac. Madame Chen le poursuivant, impuissante derrière. « Papa! Papa! » Marcus sauta de l'aile juste à temps pour attraper son fils alors qu'il lui sautait dans les bras. « C'est mon papa! » cria Noah à la foule, aux caméras, au monde. « C'est mon papa! » Les gens rirent, applaudirent plus fort. Victoria les rejoignit ensuite, des larmes coulant sur son visage. Elle n'essaya pas de les cacher. « Tu l'as fait, dit-elle. Mon Dieu, Marcus, tu l'as fait. » Il ne put parler, put à peine respirer. Il serra juste Noah d'un bras et tira Victoria près de lui de l'autre. Charles Langford apparut. Ses yeux étaient humides aussi. « C'était le plus beau vol que j'ai jamais vu, dit-il. Et j'ai vu beaucoup de vols. » La presse les encercla en quelques minutes. Appareils photo clignotants, microphone tendus, questions criées dans toutes les langues. Capitaine Cole, c'était incroyable. Depuis combien de temps volez-vous? Où avez-vous été formé? Marcus répondit du mieux qu'il put, une main tenant toujours celle de Noah. Puis une voix coupa le bruit. Un homme plus âgé, en costume coûteux, le logo Orion Industries sur son revers. Capitaine Cole, il tendit la main. Je suis Robert Harrington, PDG d'Orion Industries. Ce fut la démonstration la plus extraordinaire que j'ai jamais vue. Marcus lui serra la main. Merci, monsieur. Nous aimerions honorer l'engagement de bourse immédiatement. Financement complet des études pour votre fils dans toute université de son choix. Harrington sourit. C'est le moins que nous puissions faire pour un pilote de votre calibre. Noah tira la manche de Marcus. « Papa, qu'est-ce que ça veut dire? » Marcus s'agenouilla à la hauteur des yeux de son fils. « Ça signifie que tu peux aller à n'importe quelle école que tu veux, mon pote. N'importe quelle université. Tout payé. Parce que tu as bien volé. Parce que j'ai volé de mon mieux. » Le visage de Noah s'illumina de ce sourire. Le sourire de Sarah. « Maman serait si heureuse, murmura-t-il. » Marcus le serra contre lui. « Ouais, mon pote, elle le serait. » Ce soir-là, au dîner de gala, Marcus était assis à la table d'honneur avec Victoria, Charles, Noah et Madame Chen. Des discours furent prononcés, des prix furent remis. Son nom fut appelé plus de fois qu'il ne pouvait compter. Mais à travers tout cela, il ne cessait de regarder Noah, le garçon qui lui avait donné une raison de voler à nouveau, l'avenir qu'il avait failli jeter. Après le dîner, Victoria le trouva sur le balcon de l'hôtel, se cachant de l'attention, prenant l'air. Elle se tint à ses côtés. Dubaï s'étendait en dessous, des lumières infinies contre l'obscurité. « Mon père m'a demandé quelque chose ce soir, dit-elle. »« Quoi? » Il a demandé si j'étais heureuse. Marcus se tourna pour la regarder. « Qu'as-tu tu dit? » J'ai dit, « J'y arrive. » Elle rencontra ses yeux. « Grâce à toi. Je n'ai rien fait. Tu as tout fait. » Elle s'approcha. « Il y a 3 mois, j'étais une PDG qui avait perdu son chemin. J'avais construit un empire et oublié pourquoi. J'avais repoussé tous ceux qui comptaient. J'étais couronnée de succès et malheureuse et complètement seule. Et maintenant, j'ai mon père de retour. J'ai un but au-delà des marges bénéficiaires. » Et elle s'arrêta. « Quoi? Je tais-toi! » Sa voix était à peine un murmure. « C'est fou? C'est trop rapide? » Marcus pensa à Sarah, aux années qu'ils avaient passées ensemble, aux années qu'ils auraient dû avoir. « Rien n'est trop rapide, dit-il. La vie est trop courte pour attendre le moment parfait. » Victoria sourit, ce sourire qui avait changé de froid à chaleureux au cours des derniers mois. « Que se passe-t-il maintenant? Maintenant nous rentrons. Je continue de voler. Tu continues de gérer ton empire. Nous trouverons le reste au fur et à mesure. » Ce n'était pas vraiment un plan. Les meilleurs plans que j'ai jamais faits sont tombés à l'eau de toute façon. Peut-être que faire au feeling, c'est mieux. Elle rit, s'appuya contre lui. Ils restèrent là ensemble, regardant les lumières de la ville. « Noah m'a demandé quelque chose aujourd'hui, dit Victoria. »« Quoi? »
Il a demandé si je serais là un moment. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que j'espérais que oui, si ça allait avec son papa. Marcus passa son bras autour d'elle. Ça va avec son papa. Ils restèrent sur le balcon jusqu'à ce que les étoiles apparaissent. Quelque part en dessous, un avion décolla, des lumières rouges clignotant dans l'obscurité. Marcus le regarda monter dans le ciel. 3 mois auparavant, il avait été invisible, un concierge, un fantôme de l'homme qu'il était autrefois. Maintenant, il était à nouveau pilote, un père qui pouvait regarder son fils dans les yeux, un homme qui avait finalement cessé de fuir son passé. Et pour la première fois depuis la mort de Sarah, il se permet d'imaginer ce que l'avenir pourrait ressembler. Il ressemblait à de l'espoir. Le vol de retour se sentait différent. Marcus était assis près de la fenêtre, regardant les nuages passer en dessous. Noah dormait contre son épaule, épuisé par l'excitation des derniers jours. Madame Chen somnolait de l'autre côté de l'allée. Victoria travaillait sur son ordinateur portable, mais toutes les quelques minutes, elle levait les yeux et croisait son regard, et quelque chose passait entre eux qui n'avait pas besoin de mots. 3 mois auparavant, Marcus avait été invisible. Un homme avec une serpillière, nettoyant des sols, se cachant de tout ce qu'il était autrefois. Maintenant, il rentrait chez lui en héros. Le mot semblait étrange, presque faux. Les héros étaient censés se sentir différents, confiants, certains. Marcus se sentait toujours comme le même homme brisé qui avait passé 8 ans à fuir son passé. Mais c'était peut-être là le but. Peut-être que les héros n'étaient pas des gens qui ne ressentaient aucune peur. Peut-être qu'ils étaient juste des gens qui continuaient. De toute façon, Los Angeles apparut à travers les nuages alors qu'ils descendaient. La ville s'étendait sous eux. Autoroutes et bâtiments et des millions de vies, s'entrecroisant de manière que personne ne pouvait prédire. Quelque part là-bas se trouvait le hangar où Marcus avait lavé des sols, l'appartement où il avait élevé Noah seul, le cimetière où Sarah attendait. « À quoi penses-tu? » demanda Victoria doucement. « À tout. À rien. » Marcus se déplaça légèrement, faisant attention de ne pas réveiller Noah, se demandant ce qui viendrait ensuite. « Que veux-tu qu'il vienne ensuite? » C'était une question simple, mais la réponse était compliquée. « Je veux voler, dit Marcus. Je veux être là pour Noah. Je veux. » Il s'arrêta. « Vouloir quoi? Je veux arrêter d'avoir peur. » Victoria tendit la main à travers l'allée, lui prit la main. « Vous avez affronté 60 000 personnes hier. Vous avez volé la performance de votre vie. Je dirais que vous avez déjà cessé d'avoir peur. C'est différent. C'est voler. Je sais comment faire ça. » Marcus la regarda. « C'est tout le reste qui me fait peur. » « Comme quoi? »« Comme ça. Nous. Tout ce que cela devient. » Victoria resta silencieuse un instant. « Est-ce que ça doit être effrayant? Tout ce qui est bon est effrayant parce que les bonnes choses peuvent être perdues. » Elle lui serra la main plus fort. « Alors nous aurons peur ensemble. » Ils atterrirent à l'AX juste après le coucher du soleil. Une voiture les attendait pour les ramener à la maison. Noah se réveilla juste assez longtemps pour trébucher de l'avion au véhicule, puis se rendormit la tête sur les genoux de Marcus. Victoria les déposa à l'appartement. Elle avait des réunions le matin, des appels à passer, une entreprise à gérer. Mais avant de partir, elle se tint à la fenêtre de la voiture et regarda Marcus un long moment. « Je vous vois lundi. »« Lundi? » ?»« Reposez-vous bien, Captain Cole. Vous aussi, Mademoiselle Langford. » Elle sourit, ce sourire qui avait tant changé depuis le jour de leur rencontre, et la voiture s'éloigna. Marcus porta Noah à l'étage. L'appartement était calme, familier, inchangé, mais il se sentait différent maintenant. Plus petit en quelque sorte, comme si Marcus l'avait dépassé sans s'en rendre compte. Il coucha Noah, lui remonta la couverture et se tint dans l'embrasure de la porte, regardant son fils respirer. « Nous l'avons fait, murmura-t-il. Nous l'avons vraiment fait. » Noah bougea, marmonna quelque chose dans son sommeil, puis se rendormit. Marcus marcha jusqu'à la cuisine, se versa un verre d'eau et se tint à la fenêtre, regardant la ville.
La même vue qu'il avait fixée pendant 3 ans. Les mêmes lumières, les mêmes avions passant au-dessus. Mais il n'était plus le même homme. Son téléphone vibra. Un SMS d'un numéro qu'il ne reconnaissait pas. « Capitaine Cole, ici le colonel Whitfield. Je viens de regarder les images de Dubaï. Sacrément bon vol. Les Thunderbirds pourraient utiliser un homme comme vous. Appelez-moi si jamais vous êtes intéressé. » Marcus lut le message 3 fois. Les Thunderbirds, l'escadrille de démonstration d'élite dont il rêvait en tant que jeune pilote. Une invitation qui aurait tout signifié pour lui autrefois. Il répondit « Merci, colonel. Je suis honoré. Mais j'ai une famille à élever. Peut-être un jour. » La réponse vint rapidement. « Compris. Le ciel sera là quand vous serez prêt. » Marcus posa le téléphone et alla se coucher. Pour la première fois depuis des années, il dormit sans rêver. Le lundi arriva plus vite que prévu. Marcus arriva au hangar tôt, avant la plupart du personnel. Il voulait quelques minutes seul avec le jet, l'avion qu'il avait ramené à lui-même. Il en fit le tour lentement, passant sa main le long du fuselage. Métal froid, lisse et parfait. Le logo Langford capta la lumière du matin. Elle est belle, n'est-ce pas? Marcus se retourna. Tom Rivera se tenait dans l'embrasure de la porte, tasse de café à la main. Ouais, elle l'est. Tom s'approcha, tendit une tasse à Marcus. Noir, 2 sucres. Comme vous l'aimez. Tu t'en es souvenu. Je me souviens de tout sur les pilotes avec qui je travaille. Tom s'appuya contre le jet. Alors et maintenant, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, tu es célèbre maintenant. La vidéo de Dubaï a 50 millions de vues. Orion Industries parle de toi comme si tu étais la deuxième venue. Qu'est-ce qui attend le capitaine Marcus Cole? Marcus sirota son café. Je vole. Je rentre chez mon fils. Je découvre le reste au fur et à mesure. C'est tout. Pas de grands plans. J'ai eu assez de grands plans pour une vie. Pour l'instant, je veux juste vivre. Tom hocha lentement la tête. C'est probablement la chose la plus sage que j'ai jamais entendu un pilote dire. Victoria trouva Marcus plus tard ce matin-là. Elle avait l'air différente, plus légère en quelque sorte, comme si un poids avait été soulevé. « J'ai quelque chose à vous montrer, » dit-elle. « Venez avec moi. » Elle le conduisit à travers le hangar, devant les jets, vers une section qu'il n'avait jamais vue auparavant. Une grande pièce qui avait été vide aussi longtemps qu'il y avait travaillé. Mais elle n'était plus vide. Des bureaux avaient été installés, des ordinateurs, des simulateurs de vol. Sur un mur, une bannière indiquait Cole Aviation Academy. Marcus arrêta de marcher. « Qu'est-ce que c'est? Votre idée. » Victoria se tourna pour lui faire face. « Vous avez mentionné une fois que vous auriez aimé que quelqu'un vous aide quand vous étiez jeune, vous donne une chance de voler. Croyez en vous. J'ai dit ça. Vous l'avez implicitement dit. » Elle fit un geste autour de la pièce. « C'est votre chance de faire cela pour d'autres. Un programme de mentorat pour les jeunes défavorisés qui veulent des carrières en l'aviation, la formation au pilotage, la mécanique, l'ingénierie, tout ce qui les intéresse. » Marcus traversa lentement la pièce, touchant les bureaux, l'équipement. Réel, solide. Pourquoi l'avez-vous nommé d'après moi? Parce que c'est vous qui allez la diriger. Il se tourna pour la regarder. Victoria, j'ai déjà 30 étudiants inscrits, des jeunes de partout à Los Angeles. Certains n'ont même jamais été dans un avion auparavant. Elle s'approcha. Vous m'avez dit une fois que vous vouliez arrêter de vous cacher. C'est votre chance de faire plus que cela. C'est votre chance d'aider d'autres personnes à arrêter de se cacher aussi. Marcus regarda à nouveau autour de la pièce, l'imagina pleine d'étudiants, de jeunes visages, des yeux avides, des jeunes comme Mitchell l'avait été autrefois, avides de voler, désespérés que quelqu'un croie en eux. Quand commençons-nous? Victoria sourit. La semaine prochaine, si vous êtes prêts. Je suis prêt. La première classe arriva un mardi. 15 adolescents, âgés de 14 à 18 ans. Ils venaient de quartiers que Marcus connaissait bien,
Des endroits où les opportunités étaient rares et où les rêves étaient souvent brisés avant de pouvoir prendre leur envol. Ils entrèrent lentement dans la salle de l'académie, incertains. Certains regardaient autour d'eux avec émerveillement. D'autres essayaient d'agir comme s'ils s'en fichaient. Masques levés, murs construits. Marcus comprenait ces murs. Il les avait construits lui-même. « Mon nom est capitaine Marcus Cole », dit-il debout devant la pièce. « Il y a 6 mois, je lavais des sols dans ce hangar. Certains d'entre vous en ont peut-être entendu parler. » Quelques étudiants échangèrent des regards. Ils avaient entendu. J'ai passé 8 ans à me cacher de qui j'étais, à fuir mon passé, à me dire que je ne méritais plus de voler. Marcus fit une pause. J'avais tort. La pièce était silencieuse, 15 pères d'yeux le regardant. Je ne suis pas ici pour vous dire que l'aviation est facile. Ce n'est pas le cas. Cela demande de la discipline, de la concentration, du sacrifice. Cela demande d'échouer encore et encore jusqu'à ce que vous y arriviez enfin. Il regarda chaque élève à tour de rôle. Mais je suis aussi ici pour vous dire que d'où vous venez ne détermine pas où vous pouvez aller. Votre passé ne définit pas votre avenir. Et chacun d'entre vous a quelque chose en lui qui attend de prendre son envol. Une main se leva. Une fille au premier rang, 16, peut-être 17 ans, les yeux vifs. « Qu'est-ce qui vous a fait arrêter de vous cacher ?» demanda-t-elle. Après tout ce temps, Marcus réfléchit à la question, à la moquerie de Victoria, aux mots de Noah, à la voix de Sarah dans ses rêves. « Quelqu'un a cru en moi quand je ne pouvais pas croire en moi-même, dit-il. Et puis j'ai dû décider de leur donner raison ou de me donner tort. Lequel avez-vous choisi? Je choisis encore tous les jours. » Marcus se déplaça autour du bureau, plus près des étudiants. C'est la chose que personne ne vous dit. Le courage n'est pas une décision unique, c'est un choix que vous faites encore et encore. Chaque fois que la peur essaie de vous abattre. La fille hocha lentement la tête. Quelque chose dans ses yeux changea. Reconnaissance peut-être, compréhension. Alors Marcus dit, « Qui veut apprendre à voler? » Toutes les mains se levèrent. Les semaines se transformèrent en mois. Marcus effectuait des vols charter le jour. San Francisco, Seattle, Phoenix, partout où Langford Aerotech avait besoin de lui. Mais ses après-midi appartenaient à l'académie. 2 jours par semaine, 3 heures par session, enseignant à des enfants qui n'avaient jamais imaginé pouvoir toucher le ciel. Certains élèves abandonnèrent. Le travail était difficile, l'engagement exigeant, mais la plupart restèrent. Ils arrivaient tôt, restaient tard, posaient des questions pour lesquelles Marcus devait faire des recherches pour répondre. La fille du premier jour, son nom était Maria, se révéla être une naturelle. Elle absorbait l'information comme une éponge, passait chaque moment libre dans ce simulateur et demanda un jour à Marcus s'il pensait qu'elle pourrait être pilote commercial. « Je pense que tu peux être tout ce que tu veux être, » lui dit-il. « Même d'où je viens, surtout d'où tu viens, les gens qui ont dû se battre pour tout comprennent la valeur de ce qu'ils ont gagné. Ça te rend plus fort que quelqu'un à qui tout a été donné. » Maria le regarda avec ses yeux vifs. « C'est pour ça que vous lavez les sols? » Marcus rit. « Je lavais les sols parce que j'avais peur. Vous n'avez pas peur, c'est la différence. » Victoria visita souvent l'académie. Elle apporta de l'équipement, du financement, des contacts, mais plus que cela, elle apporta la foi. Elle regardait ses enfants de la même manière qu'elle regardait Marcus, comme si elle pouvait voir ce qu'ils allaient devenir. Charles Langford vint aussi quand sa santé le lui permit. Il assista aux cours, raconta des histoires sur les débuts de l'aviation et rappela aux élèves que le ciel avait de la place pour tout le monde. Mon père a commencé avec rien. Il leur a dit une fois, « Un avion et un rêve. Maintenant, nous avons 40 avions et des opérations dans 12 pays. Ne laissez personne vous dire ce qui est possible pour votre vie. C'est votre décision, pas celle de quelqu'un d'autre. » Noah devint aussi un habitué de l'académie. Il était trop jeune pour le programme formel, mais il s'asseyait au fond de la classe, faisait ses devoirs et regardait son père enseigner. Parfois, les élèves plus âgés l'aidaient avec ses maths
ou lui montrer des choses sur le simulateur. Papa, dit Noah un soir après une session particulièrement longue, ces enfants t'aiment vraiment. Tu penses ça? Oui, ils te regardent de la même manière que moi. Marcus le serra contre lui. Et comment ça? Comme si tu étais un super-héros. 6 mois après l'ouverture de l'académie, quelque chose se produisit que Marcus n'avait pas prévu. Il se retrouva sur le toit du hangar un soir, le même endroit où tout avait commencé. Victoria était censée le retrouver là pour le dîner, une célébration privée du succès de l'académie. Mais quand elle arriva, Marcus ne pensait pas au dîner. « Vous êtes nerveux, dit Victoria alors qu'elle sortait de l'ascenseur. Je peux toujours dire quand vous êtes nerveux. Vous avez ce regard. Quel regard? Comme si vous étiez sur le point de décoller sans autorisation. Marcus rit malgré lui. Peut-être que je le suis. Victoria marcha vers lui. Elle portait le même tailleur bleu marine qu'elle avait porté le jour de leur rencontre. Probablement pas exprès, mais la symétrie semblait juste. Qu'est-ce qui se passe, Marcus? Il plongea la main dans sa poche, ses doigts se refermèrent autour de la petite boîte qu'il portait depuis des semaines. J'ai pensé à quelque chose que vous m'avez dit une fois dans votre bureau quand vous m'avez donné le contrat. J'ai dit beaucoup de choses ce jour-là. Vous avez dit que je devrais arrêter de me punir, que je devrais arrêter de laisser la peur me voler le reste de ma vie. Marcus lui prit la main. Vous aviez raison pour tout. Les yeux de Victoria allèrent à sa poche, à la forme visible sous le tissu. Marcus, j'ai passé 8 ans à fuir la douleur, la perte, la possibilité que je puisse aimer quelqu'un à nouveau et le perdre aussi. Sa voix se brisa, mais ensuite je vous ai rencontré et vous m'avez montré que fuir ne protège pas de la perte, ça garantit juste que vous n'aurez jamais rien qui vaille la peine d'être perdu. Il sortit la boîte, l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait un simple anneau en argent, 2 petites ailes gravées sur la bague. « Je l'ai fait faire spécialement, » dit Marcus, « parce que vous m'avez rendu mes ailes, et je veux passer le reste de ma vie à voler à vos côtés. » La main de Victoria alla à sa bouche. Des larmes coulaient sur ses joues. « Victoria Langford, voulez-vous m'épouser? » Pendant un long moment, elle ne parla pas. Le cœur de Marcus battait la chamade contre ses côtes. Puis elle rit, un son de pure joie. « Oui, dit-elle. Oui, vous homme ridicule et merveilleux. Oui. » Marcus glissa la bague à son doigt. Elle allait parfaitement. Elle le tira dans un baiser, doux au début, puis plus profond. Quand ils se séparèrent enfin, tous les deux pleuraient. Noah va devenir fou. Victoria a dit qu'il savait déjà. Quoi? Il m'a aidé à choisir la bague. Il s'entraîne à garder le secret depuis 2 semaines. Victoria rit de nouveau. Ce garçon est quelque chose d'autre. C'est la meilleure chose que j'ai jamais faite. Marcus la serra fort. Et tu es la meilleure chose qui nous soit jamais arrivée à tous les deux. Le mariage fut intime, juste la famille et des amis proches. Ils le célébrèrent au hangar, le même hangar où Marcus avait lavé des sols, où Victoria s'était moquée de lui, où toute leur histoire avait commencé. Noah était le porteur des alliances. Il marcha dans l'allée avec la concentration d'un pilote effectuant un atterrissage de précision. Les 2 anneaux étaient équilibrés sur un petit coussin blanc. Madame Chen était assise au premier rang, pleurant avant même le début de la cérémonie. Charles Langford se tenait à côté de sa fille, en assez bonne santé maintenant pour la conduire à l'hôtel. Tom Rivera était là avec le colonel Whitfield, qui était venu du Texas. Et au dernier rang, à peine visible, se trouvaient 15 adolescents de l'académie. Maria l'avait organisé. Ils avaient tous contribué pour acheter un cadeau, une photo encadrée de la première classe avec un message qui disait « Merci de nous avoir appris à voler ». Marcus ne vit les étudiants qu'après la cérémonie. Quand il le fit, quelque chose se brisa en lui. Non pas la douleur cette fois, mais la gratitude. « Vous êtes venu, dit-il. « Vous êtes notre professeur, répondit Maria. Bien sûr que nous sommes venus. » La réception était simple. Nourriture, musique, rire. Noah dansa avec Victoria jusqu'à ce qu'il ait le vertige et doive s'asseoir. Charles porta un toast sur les secondes chances et les pilotes têtus.
Madame Chen raconta des histoires embarrassantes sur les débuts de Marcus en tant que père. Et quelque part au milieu de tout cela, Marcus sortit un instant pour un moment de calme. La piste s'étirait devant lui, vide dans la lumière du soir. Un avion passa au-dessus, des lumières rouges clignotant dans le ciel assombrissant. « Salut !» Victoria apparut à ses côtés. Elle avait changé sa robe de mariée pour quelque chose de plus simple. Un jean et un pull. Ses cheveux étaient détachés. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle. « Plus que bien. » Marcus lui prit la main. « Je pensais juste à quel point la vie est étrange. Il y a 1 an, je lavais des sols et je prétendais ne pas exister. Maintenant, je suis marié à la PDG de l'entreprise pour laquelle je travaillais. J'ai des étudiants qui m'appellent le capitaine. J'ai un fils fier de moi. » C'est mal, c'est terrifiant. Il la regarda. « Mais vous m'avez appris quelque chose à ce sujet. » « Quoi? » « Que les choses qui valent la peine d'être possédées sont toujours terrifiantes, et que le courage est de les vouloir quand même. » Victoria s'appuya contre lui. « Quand êtes-vous devenu si philosophique? » « Quelque part entre le seau de serpillière et le cockpit. » Elle rit, ce rire qu'il aimait. Ils restèrent là ensemble, regardant le ciel s'assombrir, regardant les étoiles apparaître une par une. « Que veux-tu faire maintenant? » demanda Victoria. Marcus y réfléchit, à l'académie, aux élèves, à Noah, à tous les vols qu'il lui restait à faire. « Je veux rentrer à la maison, dit-il, et je veux me réveiller demain et tout refaire. C'est tout, pas de grands plans. J'ai passé trop d'années à courir après de grands plans, à manquer ce qui était juste devant moi. » Il se tourna pour lui faire face. « Désormais, je veux juste être présent. Pour Noah, pour toi, pour qui que ce soit qui ait besoin de moi. » Victoria sourit. Cela semble parfait. Ils rentrèrent. Noah courut immédiatement, demandant quand il pourrait couper le gâteau. Madame Chen organisait quelque chose dans le coin. Charles racontait de vieilles histoires de guerre à quiconque voulait écouter. La famille. La chose que Marcus avait cru avoir perdue pour toujours. Mais on ne peut pas perdre quelque chose qui continue de trouver de nouvelles façons d'exister. 1 an plus tard, Marcus se tenait sur ce même toit, regardant un avion décoller de la piste en dessous. Noah était à l'école. Victoria était en réunion. L'académie fonctionnait à merveille. 30 élèves maintenant, avec une liste d'attente de 50 autres. Maria avait obtenu son diplôme du programme. Elle était inscrite à l'école de pilotage, en bonne voie pour devenir la pilote que Marcus avait toujours su qu'elle pouvait être. Tom Rivera avait pris sa retraite, mais il venait toujours 2 fois par semaine pour raconter des histoires et vérifier son avion. Charles Langford était en rémission. Le médecin disait qu'il pourrait avoir des années devant lui. Il en passait la plupart au hangar, mentorant de jeunes entrepreneurs, renouant avec une fille qu'il avait failli perdre. Et Mitchell, le lieutenant Jason Mitchell, avait maintenant une bourse d'études à son nom, le Fonds commémoratif Mitchell, payant pour que des jeunes défavorisés poursuivent des carrières dans l'aviation. Sa petite amie d'il y a toutes ces années l'avait contacté après avoir vu l'histoire de Marcus aux nouvelles. Elle avait pleuré en apprenant l'existence du fonds. Avait dit que c'était exactement ce que Jason aurait voulu. Marcus visitait la tombe de Sarah 1 fois par mois. Il lui racontait tout sur Noah, sur Victoria, sur l'académie, sur la vie qu'ils construisaient sur les cendres de celles qu'ils avaient partagées. Il aimait penser qu'elle pouvait l'entendre, que quelque part, où qu'elle soit, elle souriait. Ce matin-là, Marcus ne resta pas seul sur le toit longtemps. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Noah sortit, suivi de Victoria. « Te voilà, dit Victoria. Nous t'avons cherché partout. » Juste pensant, Noah courut à la balustrade, pressa son visage contre les barreaux. « Pouvons-nous voir un avion décoller si nous attendons assez longtemps? » Ils se tenaient ensemble, père, fils, femme, regardant la piste. Un jet apparut au loin, roulant vers sa position. Les moteurs rugirent alors qu'il accélérait. Puis il s'envola, grimpant dans le ciel matinal, ne laissant rien derrière lui que des traînées de vapeur et de la possibilité. « Ça va être moi un jour, dit Noah avec une certitude absolue.
Oh oui, Marcus sourit. Quel genre de pilote seras-tu? Le meilleur genre comme toi. Victoria glissa sa main dans celle de Marcus. Il a un bon modèle. Marcus regarda le visage de son fils illuminé par les rêves. Il se rappela avoir été si jeune autrefois, si certain, avant que la vie ne lui ait appris la perte et la peur et le poids de la survie. Mais la vie lui avait aussi appris autre chose, quelque chose de plus important, que les choses brisées peuvent être réparées, que les gens perdus peuvent être retrouvés, que même les nuits les plus sombres finissent par céder à l'aube. « Je vous aime tous les deux », dit Marcus doucement, plus que je ne sais comment dire. Noah se détourna de la balustrade, se jeta sur les jambes de Marcus pour un câlin. « Nous savons, papa. Nous t'aimons aussi. » Victoria embrassa sa joue. Toujours, un avion passa au-dessus, des lumières rouges clignotant. Un autre se préparait au décollage en dessous. Le ciel s'étendait sans fin au-dessus d'eux, bleu et vaste et plein de promesses. Marcus Cole avait passé 8 ans à se cacher de qui il était, à fuir la douleur, à prétendre être moins que ce pourquoi il était né. Mais cet homme était parti maintenant. À sa place se tenait un pilote, un père, un mari, un enseignant, un homme qui avait appris que le courage n'était pas l'absence de peur. C'était la décision de continuer quand même. Le soleil grimpa plus haut. La ville se réveilla autour d'eux et quelque part en dessous, dans le hangar où tout avait commencé, une serpillière se tenait dans un coin, inutilisée et oubliée. Certaines choses dont on n'a plus besoin une fois qu'on a enfin appris à voler. Marcus regarda sa famille, regarda le ciel, sentit le poids de tout ce qui lui avait été donné et de tout ce qui lui restait à donner. Et pour la première fois de sa vie, il savait vraiment qu'il était exactement à sa place. Pas dans le ciel, pas au sol, mais à la maison. Enfin, complètement et pour toujours.